Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président français, Emmanuel Macron, qui était présent aux obsèques du maréchal Idriss Déby, a exprimé tout son soutien au nouvel homme fort de N'Djamena, et en ces termes, je cite: « La France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui, ni demain, remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad, a-t-il promis. » Comme dans son double jeu habituel, la France semble également soutenir la faction rebelle, qui promet de marcher sur N'Djamena dans les jours qui viennent. Une situation qui suscite l'interrogation suivante. À quel jeu joue réellement la France d'Emmanuel Macron au Tchad? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Messieurs, le sujet qui nous intéresse, Tchad, Mahamat Idriss Déby soutenu, Mahamat Mahdi Ali protégé. À quoi joue Macron? C'est notre grande interrogation. En attendant justement notre cinquième invité, qui n'est tout autre que le docteur Jean-Paul Mbele, qui sera justement de la partie cet après-midi. Mahamat Idriss Déby Itno, chef du comité militaire de transition, pourra compter sur le soutien du G5 Sahel et de la France pour préserver la stabilité du pays. C'est la flatterie diplomatique balancée par Emmanuel Macron lors des obsèques du maréchalissime Idriss Déby Itno. C'était vendredi dernier. Que doit-on comprendre de ce message? Où était la France et le G5 Sahel pour soutenir le maréchalissime Idriss Déby Itno? Qui a donné aux snipers la localisation du président tchadien et de ses généraux? À ces questions, on espère justement un jour avoir des réponses. À ces funérailles ce vendredi à N'Djamena, la France a promis son soutien à la junte militaire dirigée par le fils du défunt président tchadien pour préserver la stabilité entre guillemets de son allié dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le fils du défunt maréchal Déby, Mahamat Idriss Déby, général de corps d'armée à 37 ans et jusqu'alors commandant de la garde républicaine, la redoutable garde prétorienne du régime, est le nouvel homme fort du Tchad, entouré des plus fidèles des généraux de son père. Désormais, il dispose des pleins pouvoirs, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi, précisément dans 18 mois. Pour de nombreux opposants, dont les plus farouches étaient régulièrement victimes, selon eux, d'intimidation et de violence, cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel. Juste avant la cérémonie, le président français Emmanuel Macron et le chef d'État du G5 Sahel, donc Idriss Déby Itno, assurait la présidence tournante, qui ont formé une force militaire soutenue par Paris pour combattre les djihadistes, ont témoigné au jeune général Déby leur unité de vue, on parle toujours entre guillemets, et leur soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région. Une douzaine de chefs d'État étaient réunis sur la place de la Nation, au cœur de N'Djamena, où le cercueil recouvert du drapeau tchadien est arrivé à bord d'un pick-up entouré de motards, rapportent d'ailleurs plusieurs de nos confrères. 21 coups de canon ont été tirés et les honneurs militaires ont été rendus à celui qui a été élevé au rang, il faut le dire comme ça, de maréchal du Tchad le 11 août, il faut le dire, dernier. Soutien réaffirmé donc de la France parmi les chefs d'État et de gouvernement, M. Macron, assis au plus près du jeune général Mahamat Déby, était le seul président occidental. Autour d'eux, les 4 autres pays du G5 Sahel qui ont formé une force militaire anti-djihadiste épaulée par la France. Mali, Niger, Burkina Faso et Mauritanie. Et Emmanuel Macron avait rencontré la veille en aparté, à peine descendu de son avion, le nouvel homme fort du Tchad. Un signe pour l'opposition et les experts. La France, qui a sauvé militairement au moins à 2 reprises le régime de feu Idriss Déby, menacé par des rebelles en 2008 et 2019, semble maintenir son soutien à son successeur. À nous donc de poser la question, est-ce vrai que la France a réellement soutenu Idriss Déby Itno? Est-ce vrai que la France a réellement apporté, il faut le dire comme ça, son soutien militaire logistique à Idriss Déby Itno? Et de nous poser la question, mardi dernier, où était passé Emmanuel Macron et surtout son soutien militaire, son soutien logistique pour aider, soi-disant, entre guillemets, son ami le maréchal Idriss Déby Itno? En fait, il ne faut pas jouer avec les mots. Pendant ce temps, messieurs, la France compte, comme à son habitude, elle est deveuse de poker menteur et a une carte dans sa manche. Cette carte, fabriquée de toutes pièces par l'Élysée, s'appelle Mahamat Mahdi Ali. Eh bien, messieurs, ce dernier est protégé par la France et peut même donner des interviews. La dernière en date
n'a pas encore fait 4 jours. Ce Tchadien formé et financé par la France a atterri au Soudan juste quelques heures avant la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Ce dernier attend avec impatience les ordres venant de l'Élysée. Il agite avec la complicité de son maître le spectre de la déstabilisation du Tchad avec un mouvement d'affamés mal vêtus, amaigris, et bien qu'ils ont eux-mêmes surnommé les FACT. Entendez, Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Comment ce groupe est-il né? C'est la question que nous nous posons. Quel est son objectif? Là encore, nous nous interrogeons. Qui arme ce groupe et qui le finance? Nous voulons bien savoir, car nous avons vu ces affamés mal vêtus être inondés par des armes, il faut le dire, sophistiquées de nouvelle génération. Eh bien, vous l'aurez compris, la France vient en bonne place. Pendant ce temps, le chef, eh bien, soi-disant de ce groupe, Mahamad Mahdi Ali, tchadien, joue les apprentis chef d'État. Il apprend auprès de Macron, car, ne sait-on jamais, il pourrait être très vite propulsé au rang de président du Tchad. Voilà pourquoi nous nous interrogeons cet après-midi. Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno, soutenu Mahamad Mahdi Ali, lui, il est protégé. À quoi joue donc Emmanuel Macron? Messieurs, permettez-moi de faire un tour du côté des États-Unis pour justement poser la grande interrogation au docteur Paul Bekima. Docteur Paul Bekima, vous êtes justement un des géopoliticiens et surtout enseignant du côté des États-Unis. Je pense que vous avez regardé comme nous les obsèques de Idriss Déby Itno à la télévision. La grande interrogation donc, à quoi joue Emmanuel Macron quand on sait pertinemment aujourd'hui que Mahamad Mahdi Ali attend avec impatience du côté du Soudan que la France lui donne un coup de pouce. Merci Steve Ngoz de commencer par moi et de me donner cette occasion de poser le débat. Vous avez le don, je vous le dis, de mettre sur la table des sujets d'une importance capitale. Vous nous présentez 2 hommes, tous 2 prénommés Mahamad. Le premier, probablement à juste titre, c'est-à-dire Mahamad Déby. Le deuxième, c'est une malnomination que d'appeler Ali Mahamad, parce que Mahamad signifie grand esprit. Le thème du débat est de savoir si le premier est soutenu par la France et le deuxième protégé par la même France. Et vous avez demandé à quoi joue la France. Je commence par dire d'entrée de jeu que ces 2 propositions, c'est-à-dire que le premier est soutenu par la France, le deuxième protégé par la France, sont d'un point de vue des relations internationales fausses. Pourquoi? La France ne soutient et ne protège aucun individu en tant que tel. La France soutient et protège ses intérêts à travers, et cela éventuellement à travers des individus. Donc, elle n'hésiterait pas, le cas échéant, à couper les têtes. Je sais qu'avec votre talent, vous avez de façon express posé le débat de cette façon pour des raisons de pédagogie et que le processus de sa transformation serve de leçon à la jeunesse dans leur façon d'aborder le sujet. Je viens donc me prêter à ce jeu et transformer un peu le problème. Donc, pour moi, c'est ceci. À la lumière du système qui régit les relations entre les maîtres du monde, dont la France n'est qu'un commissaire, et l'Afrique, ici représentée par le Tchad, comment doit-on comprendre et interpréter l'attitude de la France dans la gestion de sa survie en Afrique à travers 2 acteurs majeurs de sa lutte à elle, la France, contre son agonie au Tchad? Donc, avant de toucher le cadre théorique que je vais poser pour nous permettre de comprendre de façon utile le déploiement du colonialisme en général et dont l'attitude de la France en particulier, permettez-moi de dire que la France est très habituée à de tels comportements. Partout, elle pense que ses intérêts sont en jeu. Vous avez vu qu'à RCA, à l'époque, David Dacko, qu'ils avaient enlevé au pouvoir, a été gardé en réserve en France. Et le moment venu, on l'a pris en pyjama pour le faire prendre le pouvoir, arracher le pouvoir à Bokassa en RCA. Si vous allez même au Moyen-Orient, je vous rappelle que quand le Shah d'Iran a été débarqué, Chapo Bakhtiar, son premier ministre, était en France.
en asile politique. Et à partir de la France, a commencé à mener les actions contre le régime de l'Ayatollah Khomeini. Donc la France n'est pas à une contradiction près. Si vous me permettez, j'ai envie de poser donc le cadre. L'impérialisme, tout comme le colonialisme, en tant que doctrine qui produit des systèmes, repose sur des principes, des propositions de base. Vous pouvez les appeler les assumptions, en mathématiques on les appelle les actions. Mais sur le plan de la géopolitique et des relations internationales, on parle de charte, on parle de protocole, on parle de convention, on parle de code. Vous avez lu la charte de l'impérialisme, vous avez lu le protocole de Toronto, vous avez lu le code noir. Tout ce qui relève de ce système ne peut être en conformité qu'avec les préceptes de base. Donc, le colonialisme repose sur ces préceptes. Aucune contradiction dans les conclusions, entre les conclusions et les préceptes. Le problème qui se pose maintenant dans les systèmes, de façon générale, est que aucun système ne peut exister sans des contradictions internes et des paradoxes. Dans le monde occidental, cela est connu comme le théorème d'incomplétude de Gödel. Mais c'était connu bien avant. Vous avez étudié la philosophie, vous voyez que dès le départ dans le système philosophique occidental, il y a déjà des problèmes entre Héraclite, l'interprétation d'Héraclite et celle de Parménide. Et vous voyez que des gens comme les Épictètes viennent avec des choses comme, comment on appelle ça, j'ai un peu oublié sa philosophie, vous l'a dit, mais ça remonte même à plus haut. Parce que moi, je me réfère aujourd'hui à l'Égypte antique. Si vous lisez les textes de Sérotépibri, les textes de Douaf, les textes de Kounanouk, vous voyez là que cette contradiction existe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la France est en train de faire? Dans le sous-système qui existe au Tchad, la France exploite donc les paradoxes et les contradictions à son avantage. C'est pour ça que vous la voyez mettre donc en scène Mahamat Idriss, et Mahamat Déby et Mahamat Ali. Donc ça c'est mon premier jet et je reviendrai pour développer bien plus tard. Merci. Avec nous tout au long de cette édition, c'est vous qui êtes justement le maître, il faut le dire comme ça, tout au long de cette édition de Feu Vert. On va également saluer le docteur Jean-Paul Mbelek qui nous a rejoint en tout cas cet après-midi. Docteur Jean-Paul Mbelek, bon après-midi et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Vous êtes arrivé en plein cœur du sujet. Et justement, nous sommes en train de parler justement du Tchad. Mahamat Idriss Déby soutenu, Mahamat Mahdi Ali protégé. À quoi joue donc Emmanuel Macron du côté du Tchad? Et d'ailleurs, le docteur Paul Bekima nous fait savoir que le mot Mahamat signifie grand esprit. On ne doit pas en comprendre pas comment. Actuellement, Macron est en train de jouer avec deux Mahamat. Mahamat, le fils d'Idriss Déby Itno, et sans oublier Mahamat Mahdi Ali, qui est justement bien protégé par la France et qui attend sagement du côté du Soudan, eh bien, qu'il y ait un déclic pour qu'il prenne le pouvoir. Pour le docteur Paul Bekima, jusqu'à preuve de contraire, la France ne joue pas sur les intérêts de l'Afrique, elle joue pour ses propres intérêts et elle demeure le pays des paradoxes. Vous êtes de cet avis? Juste une remarque par rapport à ce que dit Paul Bekima. C'est parce que moi, j'aime pas trop quand on parle de l'Afrique, les paradoxes et les contradictions. Le théorème de Gödel ne parle pas de contradiction, il parle d'indécidabilité. C'est-à-dire que tout système mathématique qui contient l'arithmétique, et nous sommes là en logique triviale, contient des propositions indécidables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer que c'est vrai ou c'est faux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un paradoxe. Hein. On est dans l'indécidabilité. Oui, on ne peut pas le prouver, c'est tout. Voilà. Bon, ceci étant dit, parce que moi, je prône l'esprit mathématique et je prétends qu'en Afrique, avec nos systèmes, on n'a pas ça. D'accord. L'indécidabilité ne veut pas dire paradoxe. Ce qui est dit. Paradoxe, c'est pour les Grecs. En tout cas, pour l'instant, la France joue des paradoxes. Le pays des paradoxes. Même le mot paradoxe vient du grec. Oui. Alors, sinon, comme je suis arrivé en dernier, désolé pour ce retard. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes même pas arrivé en dernier, vous êtes en plein Si cœur du j'avais sujet. été le premier, j'aurais eu plus d'emphase. C'est-à-dire que, si vous me permettez, j'aimerais dire que Yondiman Kobnimbo qui Kukumba. Là, le Kukumba, cette fois-ci, c'est l'Afrique, c'est un continent. La France n'est qu'un pays.
Nous donnons trop d'importance à la France. Et à ce petit Micron, hein, Macro, Ouais. mais même Micron. Même Micron, Micron, ouais. Bon, on va conjuguer tout ça. On lui donne trop d'importance. La France, même le président Badakani l'a dit plusieurs fois, ce plateau et d'autres plateaux est hors jeu. Elle essaye de trouver une place là. On l'a mis KO et on va le mettre KO en Centrafrique. En fait, ce que nous attendons, Oui. permettez-moi de faire une transition par Centrafrique, parce que le cas du Tchad est très délicat là. Hein. Mais dans le cas de Centrafrique, ce que nous attendons, c'est que le président Touadéra prononce une fois pour de bon. Je crois que l'exemple d'Idriss Déby est là pour le réveiller, s'il dort encore, de départ de la base militaire française. On n'a rien à attendre de positif de ces gens-là. Il attend quoi? Il a déjà l'aide des Russes qui demandent, si la France ne veut pas partir, comme le feu président Idriss Déby l'avait demandé, les Français sont tous restés. Ça, on ne peut pas partir, on verra bien qu'elle ne part pas. À ce moment-là, rien ne nous empêche de réunir une force de la CEMAC et chasser la France. On dirait que les Africains ont peur d'affronter. Il faut qu'on affronte. C'est même une obligation morale d'affronter la France. On doit les vaincre. Ils nous ont colonisés parce que sur quelques batailles, ils ont gagné et nos parents sont assis. Ils ont pensé qu'en acceptant l'ordre colonial, on pourrait s'en accommoder. Un peu comme à l'époque, les Égyptiens anciens avaient accepté l'ordre d'Alexandre et ils ont couronné Alexandre qui a laissé son général Ptolémée l'Agide qui a fondé une dynastie, la dynastie des Ptolémées, là, Oui. avec les Cléopâtres qui vont suivre. Et finalement, on voit où est-ce que ça a emmené. Bon, ça a failli réussir, mais bon, finalement, ça n'a pas réussi, puisqu'il y a eu la conquête des Romains qui a suivi. Donc, en ce qui nous concerne, il faut vraiment, on ne doit pas avoir peur. Qu'on fasse la guerre avec la France, on doit la vaincre. Sinon, non, on ne va pas aller chez eux. Alors vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut dire aux jours de la France qu'on ne la veut plus sur le continent africain? Oui, donc je vais arriver au Tchad. C'est la question sur le Tchad. Oui. Déjà, Touadéra, parce que si lui ne peut pas le faire, et vous demandez quoi aux Tchadiens, et qui ont non seulement la base militaire, mais qui sont en difficulté actuellement, pas parce que les rebelles gagnent du terrain. Ça aussi, il faut arrêter ce message. Mais les rebelles ne gagnent pas du terrain. Avant la mort d'Idriss Déby, on les avait bien mis en déroute. Non, ce qui se passe là, c'est la communication occidentale, oui, tout le monde le sait. Pour les Africains bien aguerris. Les Africains reprennent ça. Justement. Il faut juste c'est la phase de transition là qui est délicate. C'est tout simplement. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Bon, alors, donc, je dis que pour en finir là, le président Touadéra, qui est mathématicien, donc il faut qu'il soit clair. Parce qu'apparemment, il ne faut pas qu'il nous fasse démentir, alors que nous on parle des mathématiques, et lui, les mathématiciens, après, il fait le contraire. Non. Il faut qu'il demande clairement et nettement aux Français de partir. Ils n'ont rien à gagner avec. Ils ont violé les gens. On a vu. Il attend quoi encore? Qu'ils partent. Si de là-bas où ils sont, on a besoin d'eux, et plus jamais sur le plan militaire. Mais par exemple, je ne sais pas, s'il se fait encore des illusions que pour exploiter telle matière première, ça sera autre chose. Avec les firmes, ça c'est autre chose. Mais là, il faut plus qu'il y ait une présence militaire. Au Tchad, c'est la même chose. Donc, pour couper court à ce débat, je sais déjà que je ne suis pas dans les secrets des dieux, des gens ni justement pouvoir, le sexe des anges, allons-y. Voilà. Mais j'applique mon analyse mathématique. Elle me dit que, en tout cas pour le président Paul Biya, ce que j'ai pu comprendre, il est un peu mathématique lui aussi, dans la façon de fonctionner. Voilà. Et il a même d'autres qualités que nous autres, nous n'avons pas, en tout cas en ce qui me concerne. De discrétion, tout ça. Il ne s'agite pas trop, mais il agit quand même. Alors, donc je pense que dans ce cadre-là, je dirais que les chefs d'État de la CEMAC ont compris. Oui. Ce régime militaire, coup d'État, on s'en fout éperdument. Bonaparte a bien fait un coup d'État. Allez demander aux Français s'ils en pensent du mal. Parce que lui, il a quand même rétabli l'esclavage. Hein. Justement. Oui, ils s'en foutaient de nous. J'espère qu'ils se rappellent de cette histoire. Ils nous ont pas regardé de notre côté. Donc nous, on n'a pas regardé le côté qu'en penserait la communauté. On n'en a rien à faire, si ça nous arrange. En fait, nos intérêts, c'est ce qui nous arrange. Voilà. Et vous parlez d'intérêt de la France. La France n'a aucun intérêt en Afrique. La France a des intérêts chez elle. En Afrique, c'est de l'usurpation et du vol, la rapine. Il n'y a pas d'intérêt d'un étranger chez vous. Oui. Est-ce que moi j'ai un intérêt dans ta maison? Pas du tout. Bah alors, pourquoi la France a un intérêt en Afrique? Vous arrêtez de parler de l'intérêt de la France. La France n'a pas d'intérêt en Afrique, c'est du vol, de la rapine. Et puis nous qui sommes là... Elle déclare justement qu'elle a des intérêts. On s'en fout de ce qu'elle déclare. Ou Niman comme Combat. C'est le gangstérisme et le Je brigandage. traduis ou ça tout le monde? Alors on vous suit parfaitement. Bon, ne vous alors, inquiétez on pas. s'en fout de ce qu'ils pensent, eux. Voilà. La meilleure façon d'être fort, c'est de dire d'abord qu'on est fort, de proclamer la force. Hein. Oui. La devise égyptienne, c'est vie, force et santé. Hein. Donc, avant d'être fort et le matérialiser physiquement, c'est déjà le fait de penser que tu es fort. Hein. Parce que si on pense qu'on est faible, on a beau avoir les meilleurs outils de force, on ne va même pas penser à les utiliser. On aura... Voilà, la preuve. L'armée tchadienne, il y a une contradiction. N'est-ce pas, l'armée tchadienne est déclarée comme une des meilleures, si ce n'est pas d'Afrique centrale? Oui. Comment ça se fait que, face à une petite bande en déroute de 500 personnes, on fait comme si... c'est la terre qui allait trembler. Que le Tchad allait trembler. Mais non, il faut pas exagérer. Ces gens-là ont une armée forte, ils ont des généraux, tout ça, là, ils ont tout ce qu'il faut, ils connaissent l'art militaire, ils ont même inventé les techniques de guerre.
Ils ont peur de rien, là. C'est nous qui voulons qu'ils aient peur, mais ils n'ont pas peur. Donc, pour chuter, parce que j'ai fait un trop long prolongement, en ce qui concerne la France, je dis qu'ils n'ont rien à manipuler. Parce que le Mahamat, Mahamat Mahdi Ali. Ali, oui, vraiment lui là, non. Mahamat Mahdi Ali, Oui. c'est un nom pompeux, hein. Mahamat, qui veut dire, comme le guide, je sais pas Grand quoi. esprit. Voilà, qui donne Mahatma chez les Indiens, Oui. comme Mahatma Gandhi. Oui. Et en plus, le Mahdi, on connaît le Mahdi historiquement au niveau du Soudan, qui a soulevé Un maître, oui. la population là-bas, à l'époque de la colonisation anglaise. Et puis, en plus, il est Ali, le neveu de Mohamed. Mahomet. C'est trop pompeux son titre là. Voilà, du coup, on se trompe à chaque fois. Donc, ce monsieur-là ne représente rien. Le fait d'en parler à chaque fois, on lui donne de l'importance. Et j'entends, moi, je dis que il y a des frères ici, là, s'ils continuent à jouer leur petit jeu au niveau communicationnel, je vais les indexer. Il faut arrêter de nous parler de dialogue inclusif. Dialogue inclusif avec des traîtres comme ça, non. Et dialogue inclusif parce qu'on tremble. Ils vont prendre Djamena, donc il faut dialoguer, non. Macron, on s'en fout de lui. Ce qu'on veut, c'est renforcer au niveau de la CEMAC le fils de Idriss Déby, Oui. de façon à ce qu'il ne fasse pas le glissement qui consiste à dire qu'ils ont fait un coup d'État, et donc par conséquent, ils rendent les armes avant d'avoir combattu à un régime, là où justement les forces occidentales pourraient jouer pour mettre leur pion, comme toujours. Non. Il faut qu'il assure, en tant que digne fils de son père, et que il est quand même quelque part chef des armées. Oui. Voilà, cette transition à la douce qui veut durer 18 mois. On n'a rien dit sur les prix des Maliens, comment il s'appelle, Dao, qui est un traître lui aussi. Bandao, qui est un traître, Oui. qui trahit le mouvement populaire. Là, on n'a rien dit, pourtant c'est aussi une transition de 18 mois. Et on veut faire croire que c'est la transition qui est au Tchad qui pose un problème. Non, donc il faut le consolider, et pour que ça fasse toujours des gens qui sont soudés, c'est tout le conseil militaire là, qu'ils aillent au bout, fassent ce qu'ils ont à dire, protègent le Tchad et par-delà la CEMAC et l'Afrique. Mais, ça ne manque jamais dans une phrase Bassa, on dit, en langue de Banga Bassa, mais, il y a une petite nuance. C'est quoi? C'est que le glissement de langage vient des gens qui n'ont même pas lu les textes. Je signale qu'il y a une réforme constitutionnelle. Maître Janvier Momo, je l'ai entendu en parler. Il y a une réforme constitutionnelle en 2018, confirmée en 2020, qui fait que ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est le successeur, c'est le président du Sénat. Or, il n'y a pas. Le Sénat actuellement du côté du Tchad. Voilà, donc un peu de jugeote, un peu de bon sens, un peu de lecture de la situation serait bonne. Et en se plaçant toujours du point de vue africain. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Charlie Kenyé, je vais me tourner vers vous d'ailleurs cet après-midi. Comme à son habitude, la France va jouer sur deux tableaux. D'un côté, on a la tête justement de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, qui, selon la France, est soutenu justement par le G5 Sahel et sans oublier Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, du côté du Soudan, on a Mahamat Mahdi Ali, qui lui est protégé et attend sagement quelque part que, eh bien, il soit bien formé pour devenir chef de l'État. Comme à son habitude, on se retrouve là face à une France qui veut à tout prix créer le désordre, diviser pour mieux régner. Oui, écoutez, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau. Mais je pense que l'une des forces également de la France et de certains pays d'Europe, c'est que, connaissant notre passé, Oui. vous comprenez un peu, parce que ce sont ces gens qui nous ont divisés, vous allez remarquer qu'à chaque fois, ils réveillent certaines vérités anthropologiques. C'est-à-dire que certains différends culturels que nous avons entre nous Africains, entre des tribus, pour justement mettre en avant leurs intérêts. Je vous prends un cas très simple. Ils sont très au courant de cette rivalité ethnique qui existe au Tchad entre les Zagawa et les Goran, du fait que ce soit un Zagawa, la personne d'Idriss Déby, qui a envoyé Hissène Habré du côté de la Cour africaine de justice. Prenez le même schéma au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest. Dites-vous bien que c'est là où quelque part je pense que Le docteur Jean-Paul Bellec. le docteur Jean-Paul Bellec, il a raison, mais on ne peut pas enlever le fait que ces gens ils ont des intérêts, quoique ça ne les appartienne pas. Mais nous perdions qui ont négocié avec eux justement pour avoir accès à cette souveraineté entre guillemets, à cette indépendance, on peut dire n'était pas forcément en position de force. Et connaissant ces aspects-là,
ce qui se passe au Niger avec Areva, vous n'allez pas, on peut pas nier qu'ils ont clairement des intérêts. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on a une armée qui ne peut pas arriver du côté du nord et pourtant vous avez des entreprises françaises qui continuent à exploiter de l'or là-bas, à exploiter du pétrole, mais sans que ça ne dérange personne. Ils ont réellement des intérêts et justement l'objet de leur base militaire sur notre sol, c'est justement la préservation, la défense et la protection de ces intérêts-là. Derrière le dollar américain se cache l'armée américaine. Vous ne pouvez pas le nier. Si le dollar américain est aussi fort à l'échelle internationale, c'est parce que derrière cette monnaie se cache son armée, l'armée américaine qui défend ses intérêts à travers le monde. Donc, c'est la même chose avec l'armée française. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, je prenais le cas de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez remarqué que lorsque le président Emmanuel Macron a fait cet entourloupe avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour le cas de la monnaie ECO, vous avez vu ce qui s'est passé, la réaction. Vous avez vu le Nigeria et le Ghana qui se sont retirés. Ils disent non, nous on n'est pas dans cette chose-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au Nigeria, on a vu comment pratiquement 3 ou 4 grands États du Nigeria sont entrés en rébellion. Sur quelle base on ne connaît pas. Et justement, vous allez entendre qu'il y a des différents ethniques. C'est-à-dire qu'ils connaissent notre passé. C'est en ça que je vous l'avais. Et parfois, lorsque les intérêts sont menacés, ils activent ces leviers-là pour justement contraindre les États à un certain nombre de choses. C'est des moyens de pression. C'est la même chose avec le Ghana. Le Ghana était un pays paisible. Mais dès que le Ghana a dit non, moi je ne me reconnais pas dans cette histoire, il y a un mouvement qui a déclenché dans sa partie nord, ce qu'on appelle le Togoland. Justement, il y avait toujours cet élan Toujours. Il faut le préciser, ça existe depuis belle lurette. Hein. Exactement, ça existe depuis belle lurette. Voilà. C'est-à-dire que vraiment qu'on ne vienne pas sur ce plateau faire comme si ce mouvement existait depuis belle lurette. Mais parce que le Ghana a pris une position qui mettait en mal les intérêts de la France, on a activé ce levier-là. Et justement, ils sont faits de ces informations-là. Comprenez pas. Donc, c'est un peu sur ce jeu-là qu'ils ont l'habitude de jouer. Aujourd'hui, les deux acteurs aujourd'hui sur le sol tchadien à la personne de Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du défunt président, et Mahamat Mahdi Ali, ce sont également des pions que la France on utilise comme on veut. À sa guise, justement à partir du moment où ses intérêts seront menacés. Aujourd'hui, dites-vous bien une chose, on soutient le président qui est en place là, mais c'est de bon ton. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que, et le docteur disait tantôt, il y a toute une communication de masse autour de ce Mahamat Mahdi Ali, et pourtant en réalité il ne représente rien. Absolument rien. Il ne représente rien. Mais comment est-ce qu'on peut faire une telle communication sur sa personne? Vous pensez que ces petits hommes, ces brigands, ces bandits, d'après 1000 ou 2000, on peut mettre en déroute une armée comme l'armée tchadienne, une armée aussi aguerrie au combat? Mais la réalité c'est que quoi? C'est que justement, les personnes qui renseignent ces éléments-là sont les mêmes personnes qui renseignent l'armée malienne. L'armée tchadienne. Voilà où ça pose problème. Écoutez, j'ai eu la chance une fois de discuter avec un officier de l'armée française. Et je lui ai posé une question de façon rhétorique. J'ai dit, quelle est la différence entre l'armée ivoirienne, l'armée tchadienne, l'armée malienne et l'armée camerounaise? Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit l'armée ivoirienne, l'armée malienne, l'armée tchadienne, tous dépendent un peu en grande partie de la France et du renseignement français. Par contre, le Cameroun est indépendant. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour dire en réalité que vous ne pouvez pas combattre un ennemi qui reçoit la même information que vous. Ça veut dire que même peu importe le nombre, même s'ils viennent, même s'ils sont 500, ils peuvent également vous poser des problèmes. Justement. À partir du moment où ils savent comment vous vous déplacez, on est déjà dans l'art de la guerre. Donc, il y a cette, cette dépendance-là, de ces armées-là, parfois, et dites bien qu'en France, vous avez une grande base, qui est la force Barkhane. Mais vous n'allez pas me dire que un pays comme le Tchad est mis en mal, Barkhane est là depuis un certain nombre d'années. Si réellement le président était mort au combat, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer ça? Comment on a pu avoir la position d'un chef d'État, même si celui-ci est au front, comment est-ce qu'on a pu l'atteindre? Le cordon de sécurité qui en principe devrait l'encadrer lorsqu'il se déplace au front. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a beaucoup de flou, mais on ne saurait plaindre, on ne saurait également aussi plaindre la France. La France est dans son rôle, à savoir défendre, préserver ses intérêts à l'échelle internationale. Il revient aujourd'hui aux Africains et à nos chefs d'État de réellement comprendre où sont les enjeux et de développer les mécanismes et les stratégies pour pouvoir les contrer. Idriss Déby en faisait partie, il était normal qu'il s'en aille. C'est-à-dire que, parce que lorsque nous sommes un jeu politique, c'est-à-dire quand vous êtes un front, vous éliminez, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, connaissant cette réalité-là, on doit aller plus loin. Est-ce que l'objectif est atteint, c'est-à-dire le départ d'Idriss Déby? Je ne pense pas, parce que nous sommes dans un schéma où le départ d'Idriss Déby était un élément de la matrice qu'il fallait réaliser pour poursuivre le schéma. Et la réalité de ce schéma, c'est le Cameroun. Voilà en réalité où on devrait aller avec les analyses. Et pendant ce temps, Albert Anatola, ici, pour bon nombre d'experts sur le continent africain, pour eux, la France est à découvert aujourd'hui et elle est en train de jouer un jeu dans
dangereux qui pourraient se retourner contre elle. Écoutez, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, et il est important qu'ils sachent qui est M. Mahamat Mahdi Ali. Oui. Parce qu'il n'est pas que ce personnage que vous avez essayé de décliner là. M. Mahamat Mahdi Ali, c'est l'ancien ministre de la Défense du Tchad. Ancien ministre de la Défense, oui. Oui. Qui est également à la tête d'un parti politique, je crois que c'est le MDP. Et je voudrais quand même, c'est une parenthèse pour vous indiquer que il est la tête de cette rébellion. Je mets rébellion entre guillemets, parce qu'une rébellion qui part de la Libye pour se retrouver à l'intérieur, sur le sol tchadien, c'est une curiosité quand même. Parce que nous savons que entre la Libye et le Tchad, il y a plusieurs justement bases militaires là, et qui opèrent à travers soit les AWACS, soit les satellites, et les drones, pour justement maintenir la couverture au niveau des renseignements militaires. Ce qui suppose donc, et ça rejoint la préoccupation de Charlie, savoir qui a pu donner les coordonnées géographiques de la position du maréchal à cet instant-là. Il n'y a que deux réponses possibles. Soit c'est les États-Unis qui sont dans la zone, soit c'est les positions françaises. Maintenant, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je vais donc revenir sur le personnage de M. Mahamat Mahdi Ali, qui, il faut le dire, et vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre chapeau, en disant que c'est lorsqu'il apprend le décès, il faut rectifier cela, lorsqu'il apprend le décès, lorsqu'il apprend le décès du président tchadien et Déby, qui prend l'avion depuis Paris pour justement atterrir à Khartoum. Et je voudrais également préciser pour la gouverne des téléspectateurs que le monsieur Mahamat Mahdi Ali est proche du Parti socialiste, enfin de l'international socialiste, si vous voulez. Il est proche de l'international socialiste. Ce ne sont pas, c'est pas des... Il est membre du PS, hein, il faut également... Il est membre du PS. Non, je veux donc dire que c'est pour vous dire que ce ne sont pas des circonstances ou des coïncidences anodines. Ce n'est pas anodin. Comme j'ai dit cela et que j'ai justement décliné qui est le personnage de M. Mahamat Mahdi au téléspectateur, je pense, et là je rejoins ceux qui ont pensé, qui ont dit que la France est dans son rôle de renégat. Non, c'est-à-dire, non pas de renégat, de faiseur de trouble fait. Oui. Il est dans la France, Paris pratiquement, j'ai dit Macron dans son rôle de trouble fait. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, vous encouragez, vous soutenez, entre guillemets, le fils du défunt. De l'autre côté, vous protégez quelqu'un qui, à partir de Paris, a coordonné, planifié, financé une rébellion, entre guillemets. Ça pose quand même un problème d'honnêteté politique. Parce que nous sommes là dans le giron de la diplomatie. Moi, je pense que à partir de ces prises de position, la mort d'Idriss Déby était déjà scellée par Paris. Nous avons vu cette semaine, nous avons eu justement à tenir des thématiques autour de cette disparition en regardant les vidéos relatives à ces prises de position par rapport à certaines problématiques qui touchaient soit directement le Tchad, soit le continent africain, notamment pour ce qui concerne la Libye, et pour ce qui concerne également le Mali, pour ce qui concerne la Centrafrique, pour ce qui concerne directement le Tchad. Donc je pense que de ce point de vue, il faut comprendre une chose. Il faut que justement, je veux dire, ce que je peux appeler les politicards africains prennent leurs responsabilités. Et les animateurs politiques. Moi j'ai quand même un problème. Oui. J'ai un problème parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a le protocole à donner la parole à M. Macron au Tchad. Sa prise de parole me pose personnellement un gros problème. Il y a à moi un double titre. Premièrement, Macron n'avait pas, sauf s'il est venu dans une sorte de service après-vente au Tchad par rapport à l'acte qu'il a posé de ce côté-là, je peux comprendre. Mais qu'on le laisse prendre la parole et qu'il se mette à faire des déclarations qu'il n'est pas capable d'assumer, moi je dis que c'est quand même, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que lui, Macron, il estime Paris veillera à ce que l'intégrité, la stabilité du Tchad soit respectée, alors que c'est eux les fouteurs de groupe. Moi, ça me pose un problème. Nous sommes là en plein théâtre d'hypocrite. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point. Le second point.
je pense qu'aujourd'hui, et ce qui me pose également problème, c'est que la CAC ainsi que l'Union africaine se sont inscrits dans la ligne, dans la trajectoire politique prescrite par Macron. Oui. Je crois que là également, nous avons un très gros problème. Nous avons attendu en vain que justement la CAC, à travers justement son contingent militaire, puisse s'organiser pour justement sécuriser cette digue que le Tchad en vain. Nous avons attendu l'Union africaine à travers son conseil de paix et de sécurité régler cette question, pas seulement au niveau des déclarations, mais également à travers des prises d'action fortes. J'attends toujours de voir. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous avez ces individus qui viennent au Tchad, au regard, vous l'avez d'ailleurs dit cette semaine au cours d'une autre thématique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre que quelqu'un est votre ami, et vous prenez en otage. D'abord, c'est son économie, sa finance, et également ses institutions démocratiques, autant pour moi. Je me serais attendu à ce que justement, parce qu'aujourd'hui, nous avons également évoqué cela cette semaine, je me serais attendu, comme à son habitude, que Paris condamne la violation de l'ordre constitutionnel. Bien au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui risque de poser un véritable problème du côté, n'est-ce pas, du Tchad. Parce qu'on se serait attendu que Paris dise, ok, d'accord, maintenant vous avez réussi à sécuriser le territoire, oui, rentrer dans les casernes, et que l'ordre constitutionnel soit rétabli. La condition que vous avez évoquée tout à l'heure, docteur Mbelex, n'est pas encore, elle était encore en tête mise en musique. Tous les éléments aboutissant à sa mise en place n'étaient pas encore tout à fait remplis. C'est-à-dire la condition de décembre 2020. Donc, raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale était la meilleure personnalité, justement, pour assurer, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel. Malheureusement, certainement, il a tremblé, ou alors il a fait l'objet de pression de la part de Paris, et il a jeté les poches. Parce qu'il y a d'autres médias qui voudraient nous faire croire qu'il aurait dû recevoir des menaces, n'est-ce pas, du Conseil militaire de transition pour ne pas gérer l'ordre constitutionnel. Non, c'est faux. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu majeur, c'est vrai le futur, qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui est également l'enjeu majeur aujourd'hui au Tchad, c'est d'abord l'enjeu sécuritaire. Troisième point que je voudrais soulever, et je termine par là, ça c'est important que je le précise. Les rebelles ont été au Conseil militaire de transition pour justement faire... Les obsèques, il faut préciser. Pour faire respecter l'ordre conditionnel. Oui. Nous sommes là plus de 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il ne mange plus Sinjamno comme initialement annoncé? Parce que Macron les a invités autour d'une table. Bon, alors ça me pose également, ça doit pouvoir nous amener à questionner finalement quel est le rôle de Paris sur le problème tchadien. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Pendant ce temps, Simon D, tout le monde, ou presque, disons-le comme ça, connaît le jeu trouble de la France sur le continent africain. Comment tombons-nous toujours dans le même piège de la France? Monsieur, je suis très surpris, très surpris, excusez-moi, de voir qu'on est en train de débattre sur des histoires où la France décide quand il veut et comme il veut, quand il veut et là où il veut. Quand quelqu'un votre porte-monnaie, même l'enfant dans votre maison ne peut pas manger. La France dit il faut le dialogue. Chacun qui pense qu'il faut dialoguer se dit si je refuse, on va me couper le vivre. Vous pensez quoi? Tant qu'on n'a pas arraché notre porte-monnaie entre les mains de ces voyous, on ne peut pas être libre. On parle de quoi? Quel pays africain dans le précaré français est libre? On parle de quoi là? On parle de quoi? Moi je suis surpris que les gens disent que oh, la France décide là où ils veulent. Parce qu'ils sont capables d'affamer qui ils veulent comme ils veulent. Non, je suis surpris. Donc vous ne savez pas que la France décide là où ils veulent, comme ils veulent. Malheureusement pour eux, la lame de rasoir a beau être tranchante, mais elle ne peut pas couper un tronc. Je dis la lame de rasoir est tranchante, mais elle ne peut pas couper un tronc. Si les Africains ne se mettent pas ensemble pour arracher le porte-monnaie entre les mains de ces voyous, je vous assure qu'on va passer tout le temps à tourner en rond, à faire des débats inutiles. Ces messieurs, tant qu'on n'a pas récupéré... Attendez, vous parlez de quoi? Si votre voisin donne des autres dans votre maison, c'est parce qu'il est puissant. Il a votre porte-monnaie. Il peut faire de votre femme, de votre enfant, ce qu'il veut. À tout moment. Mais la nuit, il peut vous empêcher de dormir. Même faire des enfants avec votre femme. Vous ne le savez pas? On parle de quoi? Vous êtes surpris de la France? C'est ça, ils décident parce que nous, on s'est laissé aller. Ça fait au moins
14 ans que je dis boycottons le produit français, sortons de ce franc CFA. Les gens, on tourne en rond, on fait le malin, on raconte des histoires, on fait des colloques inutiles, on dit la CAC, votre histoire de l'Union africaine. Qui paye l'Union africaine? C'est une succursale de l'Union française. On parle de quoi? Vous voulez que l'Union africaine décide de quoi? Mahamat, qui est le secrétaire, le président de la commission de l'Union africaine, là, il est marié où? Il a dit quoi par rapport au Tchad? Il est tchadien. Il a dit quoi jusqu'à présent? On sera sérieux. Cependant, je pense que il est temps que les gens prennent des vraies résolutions. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu ce macro à N'Djamena, je n'ai plus regardé les obsèques. Je n'ai plus regardé. Ça m'a fait mal au cœur. Je peux pas comprendre comment un petit pays comme la France, les Africains sont là, ils quittent la France, ils viennent à N'Djamena, il fait ce qu'il veut, personne ne dit rien. Aucun Africain ne se soulève à N'Djamena. Les Tchadiens même ne se soulèvent pas. Connaissant ce qui s'est passé. On a dit que le président tchadien a été tué au front. Un maréchal qui va au front, sans les pas, géré par balle, sans protection, aucune protection, au front. Vous croyez à ça? Ce monsieur, je crois, il était tué au palais. Et bien organisé par la France. On parle de quoi? La base militaire au Tchad. L'ambassade de France est là, sur place, avec tout ce que vous voulez comme renseignement. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui étaient affamés, ils n'ont pas de quoi manger. Vous voyez les armes qu'ils ont pour descendre sur N'Djamena. Ils ont été entraînés où? Au ciel. Les autres sont au milieu du ciel. On s'en sérieux. J'ai l'impression qu'on continue à jouer les naïfs pendant des années. La France est au cœur de tout ce qui se passe en Afrique, surtout dans son précaré. Et ils sont en train de faire des efforts pour recruter les gens autour d'eux. Moi, j'ai dit sur ce plateau plusieurs fois, tant que les pays africains ne signent pas des accords militaires entre elles pour sécuriser leurs frontières, pour faire en sorte que les gens n'aient pas de base de repli, on va vivre tous ces événements parce que la France va s'arranger comme ils veulent pour faire rentrer les gens quand ils veulent et comme ils veulent. On va faire quoi? On va passer tout le temps à venir sur le plateau débattre pour dire la France. Non, il est temps qu'on se mette ensemble. Et il faut refaire le système éducatif parce que c'est la base de tout. La plupart de ces messieurs-là qui sont prêts à aller dans le gouvernement, ils étaient en classe. Maintenant, Macron vient leur donner des instructions sur place. Ils n'ont jamais reçu d'éducation. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils étaient en classe pour réciter ce que leur maître leur apprend. Et maintenant, Macron a dit ça, il donne des instructions, il dit faites ceci. Il envoie les moyens, on exécute. Vous voulez que les pauvres ils fassent quoi? Qu'ils fassent quoi? Ils ont faim. Ils ont faim. Ils vont faire quoi? Dites-moi. Tous. Je dis tous. Même, excusez-moi, moi, dans une émission, dans une chaîne concurrente, avant les élections de N'Djamena, j'ai dit que le mandat d'Idriss Déby, c'était un mandat de trop. J'ai dit que ça devrait éclater n'importe comment, que ce n'était pas possible. Malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? Parce que la France, qui a suivi le discours de Déby pendant toute cette période-ci, ne pouvait pas accepter Déby à la tête du Tchad. Ce n'était pas possible. Il fallait être un idiot pour penser que la France va accepter. Moi, je l'ai dit avant les élections. Mais est-ce que c'est à la France, justement, d'accepter Simon D? Mais je vous dis donc que, monsieur, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a voulu faire la monnaie, on a bloqué les banques. Ils ne pouvaient pas payer les fonctionnaires. C'est les Ivoiriens qui ont bloqué. C'est pas la France. Mais attends, jouons pas un naïf. On a vécu des événements comme ça. Et comme je dis toujours, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas. Montez-vous, descendez, il va s'asseoir sur son derrière. La France fait la même chose depuis 60 ans. Nous, on n'a pas le temps de regarder, d'analyser et de prendre des mesures parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui étaient en classe. Ils reçoivent des instructions. Ils refusent même d'aller à l'école. Ils refusent d'aller à l'école. Et malheureusement, pendant des années, on va vivre ça jusqu'à ce qu'on mette un thème à cette histoire. Heureusement, il y a quelques chefs d'État africains qui sont très subtils, on ne les voit même pas, mais qui posent des actes. Vraiment, je ne peux pas les citer. Ils posent, ça dit, on n'arrive pas à les... Quelqu'un a dit tantôt que les armées africaines ont pour maître la France. Parce que c'est la France qui pilote à distance. Comment vous pouvez m'expliquer que la rébellion part de la Libye, il arrive au port de N'Djamena, la France a des drones, ils ont une base militaire en France, ils sont aveugles, ils ne voient rien. Mais quand il s'agit de leur
Ils sont qui entre sortis quelque part. Ils voient, il y a les drones qui localisent. Ils ont des AWACS, des avions de renseignement qui parcourent toute la bande sahélo-sahélienne. Ils leur donnent les informations en temps opportun. Donc il faut qu'on mette un terme en disant que la France est au cœur de tout ce qui se passe en Afrique. Si on n'a pas compris et qu'on ne chasse pas, je dis chasser les Français, on va me dire que tous les Français ne sont pas concernés. Les chômeurs français là, qui émargent là, l'argent, ils leur viennent d'où, ils produisent quoi? Les chômeurs français, les retraités français là, ils travaillent, ils produisent quoi? Dites-moi. Quelles sont les ressources qui leur permettent de vivre? Quand on va me dire que tous les Français, ils sont vraiment, c'est le gouvernement. Le gouvernement de quoi? Les gens qui ont tué pendant des années. La France a été construite par les esclaves. Tout l'Occident. C'est des éléments. Pendant 400 ans. 200 ans, on a pris les Africains, on achetait un esclave à 4 livres. On les revendait à 200 livres. Soit 2000%. Avec ça, on a... Et on nous prend pour des zozos. On a détruit notre éducation, notre culture, notre économie, tout et tout et tout. Je vous rappelle, les messieurs, si vous ne savez pas que en Afrique, on avait les très grands savants. La première université, c'était en Afrique. C'était des broussailles, il n'y avait rien chez eux. Mais aujourd'hui, on nous prend pour des macaques, des singes. Et on accepte. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire, monsieur Moussa. Je suis désolé, je suis très embêté quand des gens pensent que la France, un petit pays comme ça, peut donner des ordres aux Africains qui sont les plus intelligents. Je vous rappelle que l'ordinateur que vous voyez là, c'est un Africain qui a au moins... Totalement un Africain. Internet, c'est la même chose. Hein. La télécommande que vous tenez justement à la main, tout ce que nous, ce sont les Africains, mais on vous le dit jamais. On va nous prendre... Voilà un docteur. Montrez-moi un docteur français en machin là, si c'est pas les Africains qui l'ont formé. Celui qui a appris aux Blancs à écrire, c'est un noir, monsieur. C'est lui qui leur a appris leur langue. Vous racontez quoi? Leur apprendre à écrire. On parle de quoi là? On vient nous raconter des histoires sur de la France. La France c'est quoi? Les Blancs ils sont rien du tout, je suis désolé. Il faut qu'on les combatte jusqu'à la mort. Et moi je suis pas prêt à leur faire des cadeaux. Merci beaucoup, hein, Simon. Je suis choqué, excusez-moi. On vous comprend parfaitement, c'est votre droit justement de parler avec beaucoup de passion parce que vous aimez justement le continent africain. Je vous donne justement, messieurs, permettez-moi de rentrer du côté des États-Unis d'Amérique pour poser justement la question à Paul Bekima en disant justement à nos téléspectateurs qu'aux alentours de 15h05 heure d'Afrique centrale pourraient justement commencer à nous appeler. Le standard sera ouvert. Docteur Paul Bekima, tout le monde est au courant d'une chose, c'est que c'est la France qui commet des gaffes sur le continent africain. Mais tout le monde continue quand même à accepter la France. Personne ne lève jamais le petit doigt. D'ailleurs, Simon a souligné pas mal de détails du côté du Tchad. On a vu Emmanuel Macron se pavaner. Albert Anatole Haïssi l'a également dit. Il ne comprend pas comment Emmanuel Macron a pu prendre d'ailleurs le temps de faire un discours du côté de N'Djamena sans en être justement inquiété. Plusieurs Africains m'ont écrit au cours de ce week-end pour me demander comment comprendre qu'un chef d'État, et sans oublier les leucodermes, croisait les pieds devant les autres invités. Tout ça à dire que, jusqu'à preuve du contraire, l'Africain n'a pas encore compris. Docteur Paul Bekima? Non, l'Africain est dans le processus de compréhension. C'est-à-dire, je vous ai dit que la France n'était qu'un commissaire. C'est-à-dire, donc la France n'est qu'un instrument qui est utilisé par d'autres personnes plus puissantes, d'autres groupes plus puissants que la France. Et j'ai suivi toutes les interventions sur le plateau. Elles sont excellentes. Et je remercie le grand maître Mbelek d'avoir essayé de recadrer un peu les choses que j'ai dites. Et donc, permettez-moi, et je demande de me permettre d'apporter une très petite précision. C'est vrai que l'intitulé, mais je vais prendre juste quelques secondes, parce que c'est pas ce que je veux dire. L'intitulé du traité de Gödel était, comme il le dit, proposition formellement indécidable de Principia Mathematica et des systèmes liés relatifs. C'est-à-dire, ce Principia Mathematica était écrit par deux mathématiciens britanniques, Alfred Whitehead et Bertrand Russell, sur la logique et les fondements de mathématiques. Et après, il a appliqué cette même méthode, c'était même un algorithme sur la théorie des ensembles de Carnap et de Feynman. Quand on parle de arithmétique, en fait, en mathématiques en général, on transforme un problème et c'est le problème transformé qu'on résout. Ce que Gödel a fait, il n'a pas utilisé, il a transformé les problèmes de logique en problèmes d'arithmétique. Et si vous avez étudié la logique, on appelle ça le théorème des similarités. Donc, je voulais m'arrêter. Ce que je voulais dire en vérité, c'était que on ne peut pas trouver les solutions d'un système en utilisant les principes qui ont généré ce système. Que les solutions se trouvent en dehors du système. Donc, on doit sortir du cadre. Quand on veut trouver les solutions à un problème d'impérialisme ou de colonialisme,
on sort du cadre colonial pour le voir. Vous savez que le panafricanisme est en train de créer des problèmes à tous ces pays-là. Et vous, qui êtes sur les plateaux, quand vous parlez, quand les gens disent que vous êtes en train de sortir les gens mentalement du cadre colonial. Donc, maintenant, si on revient au Tchad, la question que je pose, pourquoi la France a-t-elle autant besoin du Tchad, de contrôler le Tchad, pour sa survie? Alors, je regarde de façon l'Afrique centrale. Comprenez que l'Afrique centrale est au moins formellement sortie du franc CFA. Mais elle n'a pas encore mis en place une nouvelle monnaie. Si vous regardez l'euro est né en 1999 et a été mis en place en 2002. Nous venons de sortir du franc CFA. Il faut une stabilité politique en Afrique centrale. Si vous regardez en Europe, de 1999 à 2002, quand ils mettent, les choses sont assez stables. Gerhard Schröder a été chancelier de 1998 à, je crois, 2005. Vous voyez qu'en France, il y a cohabitation, mais ils sont sûrs que c'est entre Chirac et Jospin, l'un des deux sera président, donc il y aura continuité. Vous voyez qu'en Italie, pour la première fois sur une très longue année, vous voyez que Berlusconi a été Premier ministre pendant 5 ans, de 2001 à 2006. Vous allez en Espagne, Aznar. Donc on stabilise le politique pour, on va dire, les faire accoucher leur euro et le mettre en place. En Afrique centrale, les gens qui demandent la précipitation, cette stabilité politique, d'après moi, était en train d'être mise en place. Paul Biya est président jusqu'en 2025. Touadéra est président jusqu'en 2025. Si vous allez au Gabon, qui crée un petit poème, je crois que c'est jusqu'en 2023. Donc, si Idriss Déby passait, il y aurait une stabilité en Afrique centrale d'une durée peut-être suffisante pour mettre en place une nouvelle monnaie. Donc, la France a à mettre cela en mal. C'est pour ça que, de façon, pour ses intérêts, elle est... Bon, d'autant plus formellement, c'est vrai que on ne peut pas... du point de vue de la France, elle a des intérêts en Afrique. C'est pour ça que je parle des intérêts français. Donc, il fallait arrêter le processus de mise en place. C'est pour ça qu'elle intervient au Tchad. Et quand je parle de paradoxe, bon, il est vrai que les gens, plus tard, on a dit paradoxe et aporie. Et aporie veut dire, en fait, des contradictions dans tous les systèmes. Oui. Elle va donc jouer dans cet environnement-là pour que le Tchad soit maintenant le moteur de l'instabilité dans l'Afrique centrale. Parce que d'après moi, et je crois, M. King l'a posé, il a dit que le Cameroun est visé. N'oubliez pas que le Cameroun, c'est 42% du produit intérieur brut de cette partie de l'Afrique. Si la France paie le Cameroun, c'est terminé pour elle. Donc, la RCA n'est plus un terrain, comment dire, fiable. Le Gabon ne pèse pas trop. Il y aura un changement au Gabon, ça j'en suis sûr. On va créer une instabilité au Gabon. Le coup d'État a raté en Guinée équatoriale. La France n'a eu plus d'autres alternatives que de jouer son va-tout pour empêcher le Tchad d'avoir une stabilité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la grande question. Et c'est la question à laquelle on aura à apporter des réponses et des propositions. Donc, pour le moment, je voulais seulement recadrer un peu. Et voilà donc. On va justement commencer à entrer dans cette interrogation. Le temps pour nous de me tourner justement vers Charlie Kenyé qui a besoin justement de revenir et d'ajouter quelques argumentaires dans ces éléments. Oui, vous savez, je salue la brillante analyse faite par Dr Bekima. Dr Bekima parce qu'il a dit quelque chose de pertinent et il faut que les Africains comprennent. J'ai parlé tout à l'heure, l'objectif visé c'était quoi? C'était le Cameroun. Dites-vous bien que, et en ce qu'il dit, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe les politiques publiques, les politiques économiques que vous voulez mettre en place, il faut une certaine stabilité politique. Oui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette stabilité politique, ça ne peut pas marcher, surtout quand cela va dans un cadre sous-régional, comme l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, vous avez vu, il a si bien dit, le Cameroun, c'est jusqu'en 2025. Le Gabon, c'est 2023. Oui.
la Guinée équatoriale, là-bas, on n'a pas... 2025. 2025. Oui. Donc, aujourd'hui, si le Tchad passait avec Idriss Déby, on est sûr qu'il y a des choses qui devaient en venir par la suite. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la problématique aujourd'hui du CFA, c'est une réalité. Vous avez la CEMAC, qui est la communauté des États monétaires de l'Afrique centrale, et vous avez la CEAC, la communauté des États économiques d'Afrique centrale. Mais vous avez vu que depuis un certain nombre de temps, parce que la CEMAC, c'est 6 pays, or la CEAC, c'est 11 pays. Oui. Mais contrairement à la CEMAC, dans la CEAC, vous avez des États qui ne dépendent pas du CFA, c'est-à-dire qui ont leur Propre monnaie. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de rencontres depuis un certain temps où On a l'impression qu'on a une CEMAC élargie. Oui. Une sorte de fusion entre les deux communautés. Oui. Forcément, ça oblige un débat. Le débat du franc CFA sur la table. Parce que vous n'allez pas imposer votre monnaie à ceux-là qui ont déjà leur propre monnaie. Donc, indirectement, je salue l'analyse parce que ça démontre à suffit que les États réellement sont en train d'aller vers cette sortie du CFA et justement trouver les mécanismes par lesquels elles devront elles-mêmes battre monnaie. Oui. Donc aujourd'hui, le Tchad était justement le pays visé, mais également il faut comprendre que derrière le Tchad se cache le Cameroun, parce que il a parlé du coup d'État manqué qu'il y a eu récemment en Guinée équatoriale. Quel est le pays qui parvient à faire voter le coup d'État? C'est le Cameroun. C'est le renseignement camerounais qui a permis à ce que le gouvernement équato-guinéen soit maintenu. C'est grâce, et Dieu merci, j'ai toujours eu à dire, le Cameroun c'est la sentinelle dans la sous-région. C'est-à-dire que nonobstant les réalités de l'armée tchadienne, vous ne pouvez pas faire sans le Cameroun. Et aujourd'hui, dans la cartographie géopolitique du monde, le Cameroun est une cible, pour ceux qui ne le savent pas. Allez dans tous les grands laboratoire où ces gars-là pensent, parce que nous, on a encore à l'image ou encore on a encore à l'âge où on a faim. C'est-à-dire que l'Africain, quand il dort, il m'a bien à manger, nourrir sa maison, ça ne va. Mais ailleurs, les gars pensent l'Europe, ils pensent l'Afrique. Pense à l'avenir. Sur un siècle. Vous comprenez un peu. Et quand vous allez dans tous ces grands laboratoires, tous ces grands think tanks où là-bas, ils mettent ensemble des experts pour réfléchir comment est-ce qu'ils vont continuer à nous spolier, vous allez voir que le Cameroun est en bon point, avec une croix rouge. Pourquoi? Parce que quand on parle du Cameroun, on parle d'un pays qui est au cœur d'une région stratégique qui est la région du Golfe du Guinée. Je ne vais pas faire le débat dessus. Mais en son propre sein, il y a une mission de la Banque mondiale qui avait été commise pour l'Afrique. Il fallait cartographier les richesses de l'Afrique. Et là-bas, on s'est... La carte à 1 milliard. Exactement, la carte à 1 milliard. On croit qu'on a eu à faire un débat ici. Et là-bas, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, sur un peu moins de 4 régions explorées, on avait 300 gisements de minerais de pierre rare. Je dis bien des pierres rares. Et pour comprendre l'importance de ces minéraux-là, il faut aller voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Avec le scandale humanitaire, c'est-à-dire ce désastre humanitaire que l'on a juste parce que vous avez des multinationales. Un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Oui. Comment c'est la pire catastrophe humanitaire jamais oubliée. Les médias n'en parlent pas curieusement. Et pourtant, des enfants meurent chaque jour, des femmes sont violées. Et malheureusement, avec la complicité encore d'autres Africains. Vous comprenez que en réalité, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Parce que le scandale ou alors le malheur de la RDC aujourd'hui, c'est le Rwanda en tire profit. Et justement parce que il joue un très grand rôle dans ce pillage de la RDC, dans ce meurtre-là. Vous allez voir que prenez tous les indices de développement humain et tout. Le Rwanda, c'est un pays qui est toujours en meilleur indice de développement humain. Puisqu'il joue justement la carte des États-Unis. Oui, c'est la plus grande attractivité. Donc aujourd'hui, le Cameroun est un pays, et je tiens à rappeler aux gens qui ne savent pas que le Cameroun a en son sein la deuxième réserve d'uranium au monde, oui, dans la région de Guinée. Et c'est lorsque la mission exploratrice chinoise nous l'a fait savoir que Boko Haram a commencé à accentuer ses attaques dans la région du nord-ouest, du Grand Nord. Et derrière cette stabilité politique, il faut également comprendre que avec l'assassinat, parce qu'il faut le dire, avec l'assassinat du président Idriss Déby, le Cameroun a posé un acte très fort qui justement rejoint encore l'analyse faite par le docteur Bekima. C'est que le Cameroun a envoyé comme représentant là-bas le ministre de la Défense et son état-major. Pourquoi? Parce que celui qui arrive, il faut qu'on comprenne bien, est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Le Cameroun, le Tchad est un pays quand même très en avant. C'est-à-dire qu'il joue quand même un grand rôle dans le cadre de la préservation et de la stabilité de la sécurité. Donc, le message que le Cameroun envoie là-bas également, c'était de savoir est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes dans cette continuité-là? Dites-vous bien qu'avant que Idriss Déby ne meure, il y a 1200 hommes qui devaient rejoindre la force conjointe G5 Sahel pour justement dans la lutte contre le terrorisme. Et le Tchad est également engagé aux côtés du Cameroun, du Niger et du Nigeria dans la force multinationale mixte placée sous le commandement de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, pour justement combattre Boko Haram. Donc, le Tchad, aujourd'hui, a un certain nombre d'enjeux géopolitiques, géostratégiques
stratégiques avec le Cameroun pour lesquels est-ce que ceux qui arrivent aujourd'hui vont rester dans la continuité de celui qui s'en est allé ou alors ils viennent avec une autre politique. Et c'est en ça où justement les chefs d'État continuent à se poser des questions et on observe parce que derrière tout ça, on ne peut pas le nier, il y a une main étrangère. Une main étrangère. Et pendant ce temps, ils sont nombreux, docteur Jean-Paul Mbelek, les Africains qui pensent qu'on a encore besoin de la France sur le continent africain et sans la France, nous sommes morts. Ils sont très nombreux. D'ailleurs, vendredi dernier, nous en parlions et vous me disiez que justement ces personnes-là n'ont pas encore une bonne vision. Oui. Je suis désolé, j'ai l'impression, il faut essayer que, pas parce qu'on a la parole qu'il faut l'user n'importe comment. Si oui, il faudrait qu'elle soit active. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on espère que ça va permettre d'agir. Simo se plaint un peu trop à mon goût. Il le dit à répétition pour finir par son Made in Africa. La question est de savoir qui va made le Africa. Parce que c'est bien de le souhaiter, mais une autre chose est de le réaliser. Il faut que la parole soit active. Voilà. Macron, alors, pourquoi que vous me comprenez bien ce que je veux dire. Moi, plus le débat va, plus ça me picote un peu au cœur. Hein. Quand ça fait un peu plus mal. Hein. Jusque-là, ça allait, mais plus ça va, plus ça fait mal. Hein. Allez-y, on vous suit. Parce que la situation... je veux dire, il y a une situation dangereuse et on fait comme si c'était hier. Que ça a commencé. Donc, ça veut dire que comme s'il n'y avait pas eu quelque chose qui s'est passé, quoi. Donc on pérore comme on aurait pu le faire hier. On va se dire que peut-être rien n'a changé. Beaucoup de personnes pensent comme ça, pourtant beaucoup de choses ont réellement changé. Voilà, un peu ça, oui. Alors, donc, Macron a dit quelque chose dans son discours. Moi, je ne voulais pas parler vraiment de lui, hein, mais comme beaucoup, il faut parler de Macron. Enfin, personne n'entend parler de Macron jusqu'à peu le contraire. Parler de Macron plusieurs fois. Qui a dit? Tout le monde ici a beaucoup parlé de Macron. Parce qu'il y a Bernatola ici qui a dit qu'il n'était même pas d'accord. Oui, mais ça fait rien. Donc moi aussi, je suis obligé de dire un mot. Allez-y, docteur Jean-Paul Mbelek. Allons-y dans votre pensée. Relever, parce que moi, je suis là pour le barrer, tu vois. Pas pour l'ensemble. Non, pas du tout. Bon, on vous comprend. Donc, Macron a dit quelque chose. Il a dit, je parle à mes frères africains. À mes frères. Il a dit mes frères. Oui, Anatole, c'est toi qui écoutes beaucoup. Il n'a pas dit le mot frère. Il a dit frère. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser frère franc-maçon. Ah oui, quand il dit frère, ça veut lui-même être un franc-maçon. Tout à fait. Parce que sinon, il faut m'expliquer la contradiction avec la CEAC. C'est parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons dans la région. Voilà. Et c'est pour cela aussi, il vient et il est comme ça, les pieds croisés, il est à l'aise. Justement, j'allais poser cette interrogation parce que je l'ai dit tout à l'heure, que plusieurs Africains m'ont écrit au cours du week-end pour me demander comment est-ce que des locaux d'herbe viennent croiser les bras devant. Voilà. Justement, il est parmi, ils sont les seuls qui avaient d'ailleurs croisé les pieds. Il est parmi ses frères et on lui donne. Alors, il y a eu un reportage de la chaîne tchadienne que j'ai écouté et à un moment donné, le monsieur qui parle dans le reportage, pendant la commémoration, là où tout le monde prend la parole, oui. C'est ça. Et il dit que les relations entre la France et le Tchad sont au beau fixe. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un revenir là-dessus. Et écoutez alors, il dit c'est au beau fixe. Bon, moi je dis une chose. Président Badakani, je le cite parce qu'il le dit souvent, et j'adhère à ce qu'il dit là-dessus. Il y a beaucoup trop d'Africains qui jouent contre l'Afrique. Tout à fait. C'est la question que je vous ai posée justement. C'est ça le mal. Hein. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les ignorants qui vont dire n'importe quoi, ils ne sont pas au courant. Ça existe. C'est à ceux-là que je pensais surtout. Mais il y a aussi ceux qui jouent vraiment contre l'Afrique. Sciemment. Ils savent très bien. Voilà. Alors, permettez-moi, pour son pas de l'élément de langage à 3 heures, permettez-moi de dire que moi, je vais seulement dire une chose. Hein. Je suis physicien. Et en physique moderne, et je pense que ça risque d'être même une part importante dans la physique 21e, c'est que c'est la physique du vide. Le vide n'est pas vide comme on le pense. Et on le voit très bien au niveau de... quand on regarde la cosmogonie de l'Égypte ancienne. Voilà. Faites attention quand vous dites... C'est pour ça que la parole peut être active. Faites attention quand vous dites quelque chose. Quand vous dites quelque chose à répétition, elle peut se réaliser. Hein? Il y a une équation en physique qu'on appelle par exemple l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger contient un terme qu'on appelle le potentiel. C'est pas très costaud comme équation. Il y a d'autres équations plus compliquées. Hein, Chat de Schrödinger. En théorie quantique. Surtout théorie quantique des champs. Je me limite à l'équation simple de Schrödinger non relativiste. Il y a un terme là qu'on appelle le potentiel. Il est lié à la force. Oui. Or, quand vous changez de potentiel, vous changez la solution de l'équation de Schrödinger. Elle aboutit à la fin à quoi? Parce que la solution, c'est la fonction d'onde. Elle aboutit à quoi?
à ce qu'on appelle la densité probabilité, donc les probabilités. Ça veut dire que si vous changez ce terme-là, vous changez les probabilités. Il n'y aura pas de probabilité en ce moment-là. L'action ait lieu. Oui. Vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Oui. Donc attention. Et tout ça, je reviens maintenant à la physique du vide, se passe à travers le vide. Le son, tout ce qu'on dit là, il passe par l'air, oui, mais l'air est dans le vide. Et le vide n'est pas si vide. Il contient beaucoup de potentialités. Voilà. Et c'est ainsi que les Égyptiens expliquent l'apparition de l'être à partir du non-être. Qu'un non-initié appellerait le vide. Oui. Voilà. Donc quand vous dites quelque chose, si, ou alors votre parole ne sert à rien, ou alors elle est active, vous pouvez influencer le cours des événements. Donc, à force de répéter que la France a des intérêts, d'abord, concrètement, ça veut dire quoi? Que le jour où nous allons nous réunir, nous Africains, pour définir notre sort, comme le souhaite Simo, fin de la monnaie, CFA, tout ça là, comme tu le souhaites, hein, création d'un marché africain, comme tu le souhaites. En fait, quelque part, tu as le droit de continuer à le souhaiter. Hein. Je dis simplement qu'à force de le souhaiter, peut-être faut maintenant donner quelques éléments pour le réaliser. Parce que ceux qui le réalisent... On le réalise déjà, hein. On le réalise. Non, les gouvernants. Non, c'est pas le gouvernement qui peut réaliser. On est en train de faire. Bon, ok. En fait, il y a un travail mis en place en tout cas. Je pense qu'en réalité, Dr Belleg, le vrai travail aujourd'hui consiste à la conscientisation. Vous l'avez dit. Parce que beaucoup aujourd'hui ne comprennent même pas les réalités géopolitiques et géostratégiques que lie l'Afrique avec certaines chances. Messieurs, allons-y rapidement, sortons parce que le standard est ouvert. Dans l'éducation. Bon, je peux parler ou tu veux parler? Bien sûr, vous pouvez parler. Ok, merci. Parce que si tu prends la parole, moi je te laisse. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas, Dr Jean-Paul Belleg. Non, ça va, ça va. Mais si tu veux me couper mes idées, ça c'est autre chose. Non, alors, donc, je disais donc que, à force de dire que la France a des intérêts, le jour où même nous allons nous réunir, nous, pour faire comme tout le monde le souhaite, on sera obligé de convoquer la France, puisqu'elle a ses intérêts à défendre. Clair. Moi, la France n'a rien à faire dans nos affaires. Rien. Elle n'a donc pas d'intérêt. Arrêtez donc de parler des intérêts français. Claire. On sait très bien que c'est la trimodocratie, c'est l'usurpation, c'est la prédation. Le vol, le pillage. Non, parce qu'on parle la langue française. Pour ça, vous voyez comment je fais? Je parle bassa. Rien ne vous empêche de parler vos langues. Moi, je parle bassa, parce que au moins quand je parle bassa, je sais ce que ça veut dire. Je ne fais pas de glissement de langage. Donc arrêtez de parler des intérêts français parce que vous avez l'habitude de dire intérêt. C'est trop facile. Il n'y a pas d'intérêt français en Afrique. Je suis d'accord. C'est de l'usurpation. En ce qui concerne maintenant ce qui se passe au niveau du Tchad, qu'est-ce que nous craignons en réalité? Parce que tout le monde l'a dit là, par contre là on se rejoint tous, hein, Bekima, tout ci, c'est qu'il y a des choses qui se mettaient en place. Effectivement, il faut de la stabilité. Bon, je rejoins tout le monde là. C'est ça que les forces, qu'elles soient françaises ou au-dessus de la France, parce que là je rejoins Bekima. La France n'est qu'un valet. Un valet, voilà. Ces forces-là, il faut absolument qu'elles mettent un coup d'arrêt à ça. Mais je vais chuter, hein, parce qu'il faut qu'on les a pas. Ils n'y arriveront pas si, en réalité, nous ne le voulons pas. Clair. Voilà. Merci messieurs, hein. N'oubliez surtout pas, maintenant c'est l'heure pour nos téléspectateurs de nous appeler. Le standard est ouvert, ils sont d'ailleurs nombreux à nous appeler depuis un bon bout de temps. Je leur dis justement maintenant que c'est officiel, le standard est ouvert. Et permettez-moi justement de commencer par lire leurs messages, parce qu'ils sont déjà très nombreux à nous avoir écrit, ceux également qui nous envoient justement des vidéos. Je ne pourrai pas tous les avoir, hein, messieurs, je les vérifierai plus tard, vos vidéos que vous nous envoyez. Alors, on me parle de composer, je sais pas ce que je dois composer. Il n'y a pas de voice, hein, je ne prends pas de voice, je prends justement soit les SMS, soit les appels, mais je vous dis déjà d'avance, le standard reste ouvert et le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos écrans. Messieurs, permettez-moi, salut Steve, salut tout le panel, Steve Crayon, une association internationale du moins dans les pays du franc CFA, invitons les artistes engagés comme Tiken Jah Fakoly, Fadade et j'en passe. Vous dites que Tiken Jah Fakoly est engagé? Pardonnez-moi. Nous, membres de l'association, ferons une participation financière pour faire des conférences, précéder en tout cas des concerts des artistes engagés, l'organisation du concert suivi. La conférence serait l'œuvre des responsables nationaux. Steve, pardon, ne jette pas cette proposition. C'est Edo qui nous écrit depuis Kapalimo au Togo. On va vous entendre, ne vous inquiétez pas. Au téléphone, ça sonne. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Diallo Mamadou. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Luanda, en Angola. En Angola, on vous écoute. Bonjour Steve, bonjour à tout le panel. Un bonjour particulier au doyen Simon. Oui. Je pense que encore l'Afrique vient de perdre un grand homme. Parce que nous minimisons les choses.
le discours que monsieur... Allô? On vous suit, on vous suit. Vous êtes à l'antenne. C'est vous qui avez la parole. Ok. Je tiens à remercier beaucoup monsieur Bellec, puisqu'il est le seul à donner ce qu'il faut faire sur le plateau de feu vert. D'abord, nous, on a commencé par le toit. Nous construisons une case en commençant par le toit, au lieu de commencer par le soubassement. Moi, je dis, dans une émission de feu vert, il ne faut jamais attraper un serpent par la queue. C'est ce que le président Idriss Déby a fait. Il a menacé les intérêts de la France pendant qu'il y a une base militaire de l'armée française chez lui. L'armée française est là pour veiller au grain, pour veiller à la docilité de nos dirigeants. Nous ne pouvons pas parler de franc CFA avec la présence des bases militaires en Afrique. La première des choses, il faut les faire partir d'une manière ou d'une autre. Et si cela n'est pas fait, la deuxième personne qui va parler de franc CFA ira rejoindre M. Déby dans sa tombe. Ça, c'est clair et net. La France ne recule devant rien. Alors, c'est à nous de prendre nos dispositions. Nous parlons. Et ils ne parlent pas, ils agissent. Voilà. Ils ne disent rien, seulement c'est les faits que nous voyons. Nous passons le temps à parler et nous ne faisons rien. C'est ça la différence. Avant de parler de franc CFA, moi je souhaiterais que tous les bases militaires françaises en Afrique rentrent, d'une manière ou d'une autre. Seule l'Algérie a réussi à faire partir la France. On ne peut pas les faire partir avec les négociations. Impossible. Impossible. La France n'est pas pour négocier. Sa vie en dépend. Moi, je vous remercie. Je remercie à TBS. Je remercie à tous les panels. Je remercie le directeur général de DPS qui nous permet de donner nos points de vue. Merci beaucoup pour la suite. Merci à vous également depuis Luanda, en Angola, de nous avoir appelés cet après-midi. Toujours au téléphone. Ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bost. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et vous nous appelez d'où? Oui. Je vous appelle du Luxembourg. Luxembourg, on vous écoute. Donc, vraiment, je suis ravi de ce que dit monsieur Bellec. Pour une fois, parce que j'écume en fait les plateaux des Africains, du moins des télévisions africaines. C'est la première fois que je tombe sur un discours sur les intérêts et qui met vraiment l'accent sur ce qu'il y a exactement dans le fond. Il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas avoir des intérêts chez autrui, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas réciprocité, il ne peut pas y avoir d'intérêt, c'est impossible. Alors, nous on aime toujours, on aime se contorsionner, on est allé à l'école de l'autre, on a parlé comme l'autre, donc on se contorsionne. Quand j'entends les gens sur votre plateau dire « mais c'est normal que tel ou tel fasse ça parce qu'il défend ses intérêts », mais on ne peut pas avoir des intérêts chez autrui, c'est impossible. C'est ça que je ne comprends pas. On aime nous contorsionner, c'est incroyable. Quelqu'un qui tue pour soi-disant préserver quelque chose, ce n'est pas des intérêts. S'il tue, il ne le fait pas pour préserver. On ne peut pas parler d'intérêt dans ce cas-là. C'est du vol. Donc si on veut sensibiliser, il faut parler du vol, parce qu'on ne peut pas avoir la même rhétorique que l'oppresseur. C'est impossible. Donc si on veut véritablement sensibiliser, il faut dire au fond ce qu'il y a exactement. De dire c'est du vol. C'est du vol. Du vol et du vol est toujours du vol. Donc je suis vraiment content et ravi de ce que dit monsieur Mbelek, que je connais d'ailleurs. Hein. Il a été mon prof du temps d'Africa Mat. Il le saura et il le prendra. Et donc voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à ça. Et nous sommes tous sonnés, moi le premier, depuis une semaine, enfin du moins depuis que le décès de monsieur Déby, j'ai même du mal à parler. C'est incroyable. Et on est là à dire non, ce sont des intérêts, des intérêts, des intérêts. Non, il n'y a pas d'intérêt. Merci, merci à vous également de nous avoir appelés cet après-midi. Je rappelle que vous nous appelez depuis le Luxembourg. Bon dimanche à vous, toujours au téléphone. Il faut préciser par ailleurs que ça continue de sonner au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Steve Josselin. Je suis Corinne, j'appelle de Montréal. Corinne depuis Montréal au Canada, on vous écoute.
Oui, donc merci de me permettre d'intervenir. J'arrive pas à vous joindre sur la ligne directe, donc alors moi je vais encore emboîter le pas au grand docteur Bekima là. J'aime beaucoup ses analyses parce que ça me fait toujours sourire. Ben écoutez, moi pour aller dans le même sens que lui et pour compléter, justement avec tous les éléments que docteur Bekima cite, les enjeux du franc CFA, le fait que le Tchad constitue une digue sécuritaire pour le Cameroun. Donc, la présence du petit gamin de Macron, là, sa présence dans le fond, c'est pour passer le message aux autres chefs de l'État de la sous-région, comme quoi sachez que je suis au corps à corps avec le nouveau dirigeant, c'est-à-dire le fils de Idriss Déby. Il faut qu'on sache déjà d'ores et déjà que bien que c'est la France qui soit derrière le décès de Idriss Déby, mais la France jusqu'à présent ne contrôle pas la situation. Donc, quand le petit président français vient, il vient mettre la pression au fils de Idriss Déby, le jeune Mahamat. Il vient lui mettre la pression et on lui rappelle, un peu comme dans le cas avec la Côte d'Ivoire, Ouattara et puis Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'était toujours une sorte de petit caillou qu'on met dans les pieds de Ouattara pour lui rappeler qu'Arrange-toi était toujours droit. Donc, à Mahamat, quand la France arrive, c'est pour lui dire, bon, mon cher ami Mahamat, tu as intérêt à faire comme nous on veut, sinon il y a l'autre Mahamat, là, le ministre de la Défense, qui va te mettre au pas. Donc maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que le fils de Idriss Déby a vraiment reçu la formation de son père? Est-ce qu'il a porté le vêtement du Idriss Déby II? Ça, ce sont ces enjeux qu'on va essayer d'analyser, enfin, du moins, ce sont des aspects que c'est avec le temps qu'on verra si le fils Déby a vraiment compris les enjeux ou pas. Donc, moi, je vais m'arrêter ici et puis je suis l'émission. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous, Corinne, de nous avoir appelés. Je rappelle que vous nous appelez depuis Montréal, au Canada précisément. Toujours au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Dieudonné depuis Manchester en Angleterre. Manchester en Angleterre, on vous écoute. En fait, moi, mon petit souci que moi j'ai, je me demande comment est-ce que le grand Déby a été tué là on n'a pas pu faire. C'est une question que je n'arrive pas à comprendre. Le président de comment il a pu, c'est-à-dire que se livrer aussi, c'est-à-dire que la... On a des sérieux problèmes avec cet appelant. Hein. Allons-y, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allons-y. Ok, ce que je disais, c'est que je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu laisser le président Déby mourir encore comme les un Africain commence à parler comme Idriss Déby. On savait très bien que la France n'allait pas le lâcher. Il n'allait pas le lâcher. Maintenant, là, le président Déby est aussi parti. Maintenant, le reste des présidents qui sont restés là, ils vont maintenant se renfermer encore parler de peur que la France va revenir, c'est-à-dire que tirer sur eux. Le président Déby ne pouvait pas encore mourir. Comment est-ce que ça a été possible? C'est-à-dire, puisque quand je regarde cette image, je me demande comment est-ce que ça a été possible que ça se passe comme ça en Afrique. Un Africain qui tue un autre Africain par de la France, comme le professeur, on ne doit pas parler de ça. Mais pourquoi est-ce qu'un Africain doit tuer son propre frère? Pourquoi est-ce qu'on fait toujours les gens nous demandent de faire? Ici, là, tu ne peux pas dire fais ceci à ton frère blanc. On a quelques petits problèmes avec cet appelant. On va en prendre un autre rapidement. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, vous pourrez nous avoir plus facilement.
baissez le volume de votre téléviseur, vous nous aurez plus facilement. Ok. Allô? Baissez le volume du téléviseur. Nous allons prendre notre appelant. Vous qui nous appelez, n'oubliez surtout pas de baisser le volume de vos téléviseurs. Vous nous aurez plus facilement. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Sia Fancho depuis les États-Unis. Fancho depuis les États-Unis, on vous écoute. Big Steve, je suis content. L'émission d'aujourd'hui là, c'est rien que pour pleurer, mais j'espère qu'on va trouver une solution, mais c'est trop dur là. Mais je vais poser une question là. Il y a un truc qui me chagrine un peu. Macron avait refusé de venir faire une réunion au Tchad il y a de cela quelques temps. Mais il vient faire quoi au deuil? C'est une bonne interrogation. Mais moi, je ne sais pas, pardon, essayez de me trouver une solution à ça. Parce que ce monsieur-là avait dit carrément qu'il avait fait la fin de visioconférence. Il est venu faire le service après-vente. Apparemment, il est venu faire le service après-vente. C'est ce qu'Albert Latola ici vous donne comme réponse. Hein. Bonne soirée à vous. Merci à vous également depuis les États-Unis. Toujours au téléphone, ça n'arrête pas de sonner. Ils sont très nombreux à nous appeler d'ailleurs cet après-midi. Nous allons prendre notre appelant. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Cet appelant a des problèmes à nous avoir. Allons chercher un autre. Toujours au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Grace, j'appelle du Togo. Grace depuis le Togo, on vous écoute. Oui, moi je crois que l'Afrique a des problèmes. Il faut que nos chefs dirigeants africains revoient leur politique. Parce que la France ne parle pas, mais elle agit. Donc il faut que nos dirigeants cessent de parler de leur plan ou bien de leur stratégie sur les antennes. Il faut qu'ils passent à l'action. Je vois que c'est ça la meilleure solution. Tout dernièrement, vous avez bien suivi le message ou bien le discours de du président de feu lors de sa dernière campagne. Donc, il est contre la France dans tout ce qu'elle fait en Afrique. Donc, voilà là où nous sommes actuellement. Donc, il faut que les Africains, nos dirigeants, revoient leur politique. Franchement, on en a marre. Merci pour tout ce que vous faites pour le continent. Dieu va nous aider quand même. Merci beaucoup à vous, Grace. Grace depuis le Togo qui nous appelait à l'instant. Pour elle, il faudrait que les Africains arrêtent de parler, mais surtout, il faut agir. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ouais, bonsoir, Steve. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ouais, c'est Kossi depuis les États-Unis. Kossi depuis les États-Unis, on vous écoute. Ouais, c'est pour intervenir. Vous êtes déjà à l'antenne, on est avec vous, très cher frère. Ok. J'aimerais dire, en ce qui concerne le problème du Tchad, on vous écoute. Oh, ok. Déby a été... il a travaillé pour un système qu'il a consumé. Parce que il a passé tout son temps à travailler pour la France, et au moment où il savait que la France ne lui donnait plus rien, il voulait changer, et c'est ça qu'il a fait partir. Et les autres dirigeants en Afrique devaient prendre conscience de ce qui est arrivé à Déby et de changer, parce que tout ce qu'ils font là, ils travaillent uniquement pour la France. Et il laisse le peuple derrière et le peuple souffre. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est de déstabiliser le peuple de Guinée et le Cameroun est visé. Mais si le Cameroun est visé, ou bien si le Cameroun est atteint par ce projet, tout le golfe de Guinée serait balayé et ça va arriver jusqu'à tout. C'est le plan de la France actuellement, d'avoir l'Afrique, les Africains.
Et nous ne pouvons pas accepter ça. Et je salue le président Lunet. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous également, Kossi, depuis les États-Unis. Merci de nous avoir appelés cet après-midi. Vous êtes très nombreux du continent américain qui nous appellent cet après-midi. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Idriss Assali Abdraman. Je suis étudiant de nationalité tchadienne, résident ici au Cameroun. On vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le thème choisi. Je salue en tout cas tous les doyens qui sont sur le plateau. Oui. Voilà, donc particulièrement au doyen Simon. Aujourd'hui, actuellement, la situation sociopolitique au Tchad nous préoccupe, pas seulement les Tchadiens, mais les Africains de manière générale. Et là, aujourd'hui, nous, les peuples tchadiens, nous n'accepterons pas de laisser la France d'intervenir pour créer le désordre dans notre pays. Nous sommes prêts, au prix de notre vie, de ne pas accepter à ce que la France intervienne pour créer le désordre dans le pays. Parce que après le décès du président de la République, c'est au président de l'Assemblée nationale qui revient la transition. C'est lui qui devrait en principe assurer la transition. Et là, la France, comme nous le savons toujours, a été intervenue pour créer le désordre. Et puis voilà. Et là, c'est ce qui se passe actuellement à la tête du pays. On comprend que c'est un coup d'État institutionnel. Parce que pour qu'il y ait le dialogue, la paix et la stabilité dans le pays, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Un retour impératif à l'ordre constitutionnel s'impose. Voilà, donc il faut que les pays africains et les peuples africains, il faut qu'ils restent debout, voilà, pour dire non à la France, parce que la présence même de l'Afrique dans les pays africains ne nous avantage pas. Ils sont là pour leurs intérêts, et la France, il faut le comprendre, c'est un pays terroriste, c'est un pays criminel. Hein? Un pays comme la France, en tant que modèle de la démocratie, en principe, elle devrait intervenir pour rassembler les Tchadiens, que ce soit de la société civile, de l'opposition démocratique et même les politico-militaires autour d'une table républicaine pour trouver une issue politique. Nous, les peuples tchadiens, nous sommes derrière l'opposition démocratique et la société civile afin que nous allons organiser pour la première fois dans l'histoire de notre pays des élections libres et transparentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Mais apparemment, on a l'impression que justement, vous êtes justement de la société civile, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes également homme politique qui nous appelait d'ailleurs cet après-midi pour nous faire comprendre que pour vous, il faudrait que l'opposition prenne le pouvoir et vous êtes justement derrière la société civile. On vous comprend parfaitement. Encore 5 minutes et nous allons continuer le débat. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, allô? Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur, comment vous allez? Nous allons très bien. Vous, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Amadou Siressila, je vous appelle depuis le Sénégal. On vous écoute depuis le Sénégal. Ok, ça fait un plaisir d'intégrer ce débat-là. Donc, depuis un certain temps, je vous suis sur Internet, mais vous menez des débats très intéressants sur le panafricanisme, surtout sur les questions liées à la France-Afrique. Et j'aimerais vous remercier et vous dire que vous êtes sur la bonne voie d'éveil, d'alerte pour la jeunesse africaine. Il ne faut pas du tout arrêter d'alerter et d'éveiller. Parce que c'est le moment, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes sur la marche. Si on s'arrête, la France va gagner. Mais si on continue avec cette génération, avec la nouvelle technologie, c'est sûr et certain, demain l'Afrique se révélera
et que nous allons être indépendants. Nous allons être indépendants dans tous les domaines, sur tous les domaines, sur le domaine financier, sur le domaine minier, sur beaucoup de domaines. J'ai été tellement, comment dirais-je, étonné, ébahi, quand j'ai entendu Albert Yuma, c'est pas le PDG de GK Mila au Congo, disant que donc les mines ou bien n'appartenaient pas à l'État congolais et que ces mines-là se trouvent sur le sous-sol du Congo et que ces mines appartenaient à des firmes multinationales et que l'État du Congo, la population congolaise ne bénéficiait pas des retombées de ces richesses. Comment on peut imaginer ça? Comment on peut l'imaginer? Ça, c'est tellement, comment dirais-je, c'est tellement un hécatombe. Depuis ce jour-là, moi, je ne parviens pas à comprendre, vous qui êtes sur le plateau, est-ce qu'après, vous pouvez m'éclaircir les mines que nous avons sur nos sous-sols ne nous appartiennent pas à nous, Africains, et nous n'en pouvons pas en bénéficier. Cette question-là, je vous la pose pour les panélistes qui sont autour de la table. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Et surtout, bon dimanche à vous, messieurs. Nous allons fermer le standard pour un instant. Nous sommes nombreux à nous appeler cet après-midi, mais le temps nous est imparti. Plus que 15 minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Oui, vous l'avez bien compris, vous qui êtes à la maison. Le temps passe très vite, même très très vite. On a l'impression que sur ce plateau, le temps, eh bien, il est plutôt hier, il n'est pas aujourd'hui. Albert Anatola ici, il y a d'ailleurs une de nos téléspectatrices qui nous a appelé pour nous dire que, eh bien, Emmanuel Macron est arrivé du côté de N'Djamena vendredi dernier. C'était justement pour mettre la pression sur Mahamat Idriss Déby. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait que la France veut mettre justement la pression sur ce jeune militaire aujourd'hui qui a pris le pouvoir et qui a âgé de 37 ans? Déjà, je voudrais rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs pour comprendre que nous ne faisons pas que bavarder. Nous proposions des solutions. Oui. Et nous souvenons que cette semaine, je crois, relativement à cette actualité tchadienne, j'ai eu à le dire qu'il ne faut pas qu'on se limite au discours, mais qu'on passe aux actes, et aux actes forts. Je crois que c'était vendredi que je l'ai indiqué. Donc, ça suppose donc que chacun à son niveau est désormais acteur, n'est-ce pas, de ce que nous faisons sur ce plateau. Ceci dit, j'ai également eu à le dire. Je crois dans le cadre de notre tribune, dans le cadre de cette tribune, de cette télévision, j'ai eu à vous faire comprendre qu'en fait, la France est dans son rôle de pilleur, dans son rôle de voleur, dans son rôle de désinformateur, de manipulateur, puisque nous avons fait une émission sur la mafia. On en a parlé justement sur ce plateau. Par rapport justement à la sortie du fameux livre de monsieur Vincent Hugo, j'ai eu à le dire dans le cadre de cette tribune, c'est-à-dire que la France est véritablement dans son maintenant. Ce qui est intéressant, c'est notre posture. Quelle est notre réaction? Qu'est-ce que nous disons, nous, en tant qu'Africains? Ce qui s'est passé en N'Djamena, moi, je vous l'ai dit, je suis scandalisé. Que M. Macron arrive, on lui donne la parole à ce monsieur, il devrait se taire. On ne veut même pas lui donner la parole, le protocole devait le sanctionner. Parce qu'il joue double jeu comme d'habitude. Et vous vous souvenez également que cette semaine, dans le cadre d'une autre tribune, j'ai indiqué de manière formelle qu'il y a eu un vol venant de Paris qui est arrivé à Khartoum. Il y a un passager assez particulier qui est descendu de ce vol. Nous avons donc donné son nom finalement, M. Mahamat Mahdi Ali, qui est justement ce personnel-là qui est censé prendre, n'est-ce pas, les destinées du Tchad ou quand où, puisque nous sommes maintenant dans il est question de vincer ce qu'ils appellent là-bas la succession dynastique de la famille Idriss Déby Itno, pour justement que ce soit celui-là. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas ce que fait la France. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous faisons, quelle est notre réaction, quelle est notre attitude. Est-ce que nous allons continuer de rester dans la posture de dominer de celui-là qui ne fait qu'avaler? Non, du tout. Il faut poser des actions. Il faut poser des actions fortes, quelle que soit la nature. Parce que quand vous êtes dans la guerre, vous utilisez tous les moyens possibles. Et parce qu'il est absolument
moi je trouve cela scandaleux et inacceptable que nous avons plusieurs chefs d'État assassinés sur le continent africain, soit du fait de Paris directement, soit du fait de ses alliés. Ça ne peut pas continuer. Parce que, justement, nous sommes une autre génération d'intellectuels, nous sommes une autre génération, n'est-ce pas, d'hommes politiques, parce qu'il faut quand même véritablement des hommes politiques sur le continent africain. Je parle des nationalistes patriotes. Je ne parle pas des gens qui sont allés à l'école de l'Écoderme, qui sont les vecteurs, n'est-ce pas, de la pensée résiduelle sur notre sol. Non, il faut qu'on passe des actions fortes. Et ces actions fortes, justement, passent par l'éveil des consciences et ça porte. Aujourd'hui, il y en a qui estiment, je l'ai dit tantôt, que le panafricanisme, c'est un concept. Le panafricanisme, ce n'est pas un concept, c'est une idéologie, c'est une mode de vie, c'est une pensée, c'est une vision. Donc, alors, s'ils ont échoué dans leur façon de comprendre ces choses-là, ça c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Et là, je rejoins Dr Mbele qui indique justement que nous avons une majorité d'Africains qui travaillent contre les intérêts de l'Afrique, contre l'Afrique et contre les Africains. Et je crois là, ça, ce sont nos premières cibles. C'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller combattre l'ennemi qui est à l'extérieur quand vous en avez qui est à l'intérieur de vous, de votre propre maison. Donc, il faut donc ces rôles-là, il faut les couper absolument. Maintenant, le problème tchadien n'est pas que le problème tchadien. Ce qui se passe au Tchad ça ne concerne pas que les Tchadiens. Pas seulement les Tchadiens. Ça ne concerne même pas que le Cameroun. Ça ne concerne même pas que le golfe de Guinée ou bien la région des Grands Lacs. Ça concerne le continent africain. Peut-être ceux n'est-ce pas, du monde arabe, de la partie arabe, du continent se taisent parce qu'ils ne sont pas directement touchés. Mais l'Algérie a été victime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que l'Algérie a posé les actions fortes, que l'Algérie est désormais respectée et que Paris ce soir se sent obligé d'ouvrir justement certains dossiers qui relèvent d'un contentieux historique. Il y a quelque chose qui a été dit tantôt, je termine par là. Moi je pense qu'aujourd'hui, et là je rejoins également le Dr Mbele, en effet, Paris n'a aucun intérêt sur le continent africain. Paris est dans la prédation. Paris est dans le vol. Paris est dans la manipulation. La preuve, nous en avons plein les yeux. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un Mahamat qui est soutenu par, soi-disant, par Paris, mais à qui on donne quand même des injonctions tout en lui agitant un épouvantail, un spectre de l'étabilisation. Un autre Mahamat, bon, qui lui, il dort tranquillement et directement du côté du Soudan. Et nous savons quel est le rôle que Paris a joué dans ces zones. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, et il faut le relever, c'est fondamental. Quelle est notre attitude vis-à-vis de la politique française en Afrique? Simon D, pendant ce temps, il y a un téléspectateur qui nous a demandé, qui a d'ailleurs posé la question à tout le panel, comment comprendre que Emmanuel Macron a décliné une invitation du côté du Tchad, parlant justement d'une réunion avec les chefs d'État, et qu'il y a quelques semaines d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, ils prennent l'initiative de venir sur le sol africain. En tout cas, Albert Anatoly a répondu en déclarant que c'était le service après-vente. Bien sûr. Vous savez, M. Ngoss, oui. Ce qui est embêtant, c'est que, je l'ai dit tantôt, j'étais choqué de voir ce monsieur. Vous l'avez dit. Personne n'a réagi. Vous savez, quand vous avez des intérêts dans une maison, vous êtes obligé de prendre un seau de quand il y a un incendie pour l'éteindre. Donc les Africains ont intérêt à bâtir leur maison à partir de la fondation, une fondation solide. Et je voudrais rappeler à ceux téléspectateurs qui disent que nous, sur le plateau, on parle. Nous, on a l'avantage de parler. Ils ont intérêt à se regrouper et poser des actes. Oui. Un général ne peut pas être devant et être derrière en même temps. C'est pas possible. Il faut que les gens comprennent. Et je voudrais dire une chose. Sur ce terrain-là, je pense que l'Afrique est très très avancée. Aujourd'hui, vous pensez que si les Africains se regroupent autour de leurs intérêts, par exemple, produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent, ils commencent à échanger entre les pays. Personne ne pourra accepter que n'importe quel zozo se mette à la tête de l'État parce qu'il va chercher à protéger ses intérêts. Parce que les intérêts politiques, au sommet là, c'est construire une maison par la toiture. Et ce n'est pas possible. C'est des unités politiques qui n'ont pas d'intérêt pour le bas peuple. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour poser des actes pour les gens qui leur donnent les moyens de les faire. Et nous, on est là pour détruire ces gens qui leur donnent les moyens. Donc pour ce faire, il faut qu'on se unisse autour de nos intérêts qui sont la transformation de nos marchés premiers. Et on peut le faire. Quand on commence par transformer le manioc, qu'on peut échanger avec d'autres pays qui produisent par exemple le macabo, les intérêts sont croisés. Le taux d'échange en Afrique, c'est 2%. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer avec tout ce qu'on a comme possibilité, qu'on ne soit pas capable d'échanger entre nous? Donc il est temps qu'on change de paradigme et qu'on trouve les autres moyens de croiser nos intérêts pour défendre
nos intérêts au plus haut niveau. Et sur ce, vous allez voir un monsieur. On a pris un Toto, qu'on appelle l'ancien ministre des Forces armées, pour amener au Soudan. Comment est-ce qu'un pays comme le Soudan peut accepter quelqu'un qui vient déstabiliser un autre pays africain? Et sur ce, un monsieur qu'on appelle Macron, il vient à Jamena, il commence à parler de dialogue. Parce qu'il a préparé le terrain en disant que dès qu'il va parler de dialogue, les gens qu'il a approchés... On a eu un Tchadien d'ailleurs qui nous parle de ce dialogue, hein, ne vous inquiétez surtout pas, donc le message est très bien passé. Donc, je vous dis que dès qu'il entend ce dialogue-là, il va faire en sorte qu'on intègre ce monsieur, qu'il a bien positionné pour prendre la tête de l'État et faire exactement ce que Macron veut. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à ce banditisme-là. Que ce dialogue ne soit pas à la faveur des deux là. On peut faire le dialogue sans eux. Les gens qui sont neutres viennent et discutent des problèmes tchadiens. Parce que si ce sont ce que Macron a approché et ce qu'il a amené au Soudan, ça va être la continuité des intérêts du banditisme français en Afrique. Et du pillage, sans oublier bien sûr le vol. Voilà. Il ne faut surtout pas accepter. Pour moi, ils sont là pour la transition. Dès que la transition finit, ils se retrouvent au quartier et on met en place des gens neutres qui vont diriger le Tchad. Messieurs, plus que 7 minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Je vais partir directement du côté des États-Unis pour retrouver le docteur Paul Bekima. Nous sortons justement de cette édition de Feu Vert. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est au courant de tout ce que nous avons pu, justement, il faut le dire comme ça, établir sur ce plateau cet après-midi? Merci Steve Ngos et je remercie tous mes co-panélistes et je prends à mon compte la plupart des choses qui ont été dites. Monsieur Ngos, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Premièrement, vous voyez que les gens disent qu'il y a le bavardage. Mais la vérité est que ce bavardage-là, la France ou ceux qui disent la France n'ont aucune réponse contre ce bavardage. Parce que vous ne pouvez pas garder prisonnier quelqu'un qui mentalement n'est plus prisonnier. Et la conscientisation que vous faites tous les jours fait en sorte que les gens de plus en plus cessent d'être prisonniers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France, dans un des rapports, a dit que son plus grand ennemi sur le continent africain, c'est le panafricanisme africain. Avant de continuer, j'aimerais déjà adresser mes condoléances à la famille d'Idriss Déby Itno. D'ailleurs, nous prenons tous à notre compte ce décès. Et pour continuer, dire que vous avez vu pendant toute l'historique du combat, ceux qui ont opposé à une doctrine internationale les problèmes internes ont échoué en général. Et à ce moment-là, le monde occidental, et en particulier la France, ne se dérangeait pas. Et vous voyez qu'à chaque moment, voilà ce qu'ils veulent nous opposer. Est-ce que nous avons nos problèmes internes? Oui. Est-ce qu'on doit en discuter? Oui. Mais quand on est dans un rapport des relations internationales, on oppose une doctrine à une autre doctrine. Dès qu'on va réussir à le faire, la résultante est que les choses débouchent donc sur un rapport de force. Ce rapport de force pourra être physique plus tard, mais il doit d'abord être doctrinal. C'est pour ça qu'on doit insister nuit et jour sur le panafricanisme. Je l'ai dit plusieurs fois sur des plateaux, les gens ont introduit des divisions du genre néo-panafricanisme. J'ai dit je ne suis pas néo-panafricaniste, je suis panafricaniste parce qu'on ne peut pas refuser la continuité historique et la diviser dans l'histoire. Et j'ai également vu que les gens divisent même le combat du panafricanisme en parlant des gens qui vivent en Afrique et des gens qui vivent à l'extérieur. Voilà les pièges dans lesquels nous ne devons absolument pas tomber. Je tiens déjà à rappeler à tout ce monde-là que la personne qui a le mieux apporté le panafricanisme et l'a fusionné avec la lutte contre le colonialisme, c'est Kwame Nkrumah. Et que Kwame Nkrumah est un produit de l'école de la Renaissance et d'histoire et des écrivains de Harlem. Il a été influencé par des gens comme Arthur Schönberg, comme Wilson Higgins, comme William Deo Hasbury. Et dans ce groupe-là, il y avait des gens comme les Richard Wright. Donc faites très attention quand vous voulez créer une séparation. Voilà le jeu de l'ennemi et c'est ce qu'il faut éviter. Et pour finir, nous devons braquer notre œil sur le Gabon à l'heure qu'il est, parce que c'est le prochain dans l'œil du cyclone. Mais le panafricanisme va ultimement détruire ce colonialisme. Donc voilà. Précisez par ailleurs que de ce côté-là, à 14h, il était 9h du matin.
et surtout d'avoir pris le temps d'être avec nous au cours de cette édition de Vœux Verts. Docteur Jean-Paul Bellet, pour sortir votre mot de fin. Oui, donc j'avais salué personne, donc bien sûr, bonjour à tous mes compagnons, en particulier au docteur Paul Bekima, équipe technique, téléspectateurs d'IBS, de Feu Vert. Mais ce qui est dit par Paul Bekima est juste, je pense que ça a déjà été dit ici, à savoir, mais bon, le président Badakani, lui aussi, parfois il parle de néo-panafricanisme. Sur ce point, je ne partage pas. Pour les raisons que Paul Bekima a dit, parce que c'est une donnée historique. Et au XIXe siècle, le panafricanisme commence dans la diaspora, avec des gens comme Blyden. Oui. Nous sommes là dans les Antilles britanniques. Voilà. Donc c'est même la diaspora qui commence à parler du panafricanisme. Et nous sommes dans la continuité historique. Donc là, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Alors, néo-panafricanisme, moi je n'accepte pas. Par contre là, je insiste dessus. Que vous n'accepterez jamais le néo-panafricanisme, jamais de la vie. Non, je n'accepte pas de panafricanisme autre que de souche africaine. Ah d'accord. C'est-à-dire que pour être panafricaniste, il faut d'abord africain ou d'ascendance africaine. Un Antillais, un Africain américain, un Brésilien d'ascendance africaine, un Africain du continent. Ça, c'est panafricain. Mais me dire qu'un Européen est panafricaniste, de souche est panafricaniste au néo, il met néo pour s'intégrer dedans. Je dis non. Ça, c'est l'usurpation de titre. C'est un banditisme. C'est du banditisme. Donc, je dis non. Merci beaucoup, hein, docteur. Alors donc, oui, allez-y. Idriss Déby, il y a une interview, je cherchais, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est une équipe d'une télévision panafricaine qui l'interviewe à ce moment-là? Ou alors, est-ce que c'est des gens français, TV5, Monde et autres, je ne sais plus très bien. Mais, dans cette interview-là, il dit bien et nettement que la présence militaire française au Tchad est illégale et n'a pas de statut juridique. Il le dit. Vous pouvez vérifier. Non, on a les vidéos, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Donc, moi, je dis ceci. Les enjeux, quels sont les enjeux? Beaucoup de gens parlent, donc même le jeune Keng qui est là devant moi, qui n'a certainement pas les rapports de la BEAC, mais il parle d'intuition. Ça se rejoint, hein, mais sauf que moi j'ai les éléments. On termine. Hein. Pour moi, c'est pas l'intuition. Dans les comptes de la BEAC, quand vous les suivez, je les ai de 2009 jusqu'à 2020, le processus de création de la monnaie est déjà en cours. Et les gens comme Déby sont dans le business plan. Autre chose. Donc, j'espère que c'est ça, justement. C'est d'où l'enjeu, il ne faut pas que ça s'arrête. Oui. D'où la stabilité, là. Ok, bon, autre chose, je chute là-dessus cette fois, c'est que on a tendance à minimiser le rôle du Cameroun. Peut-être que je n'ai pas intérêt à y insister, vu que les ennemis, mais je pense que c'est même pas la peine, ils savent déjà. Le Tchad a un pouvoir, certes militaire, parce qu'ils ont l'expérience dans l'art de la guerre. Nous savons, nous le reconnaissons. La Guinée équatoriale est un tout petit pays. L'État qui compte ici, le verrou à ne pas faire tomber en CIMAC, c'est le Cameroun. Ouais, il faut bien le savoir. Eh bien, vous êtes d'accord, hein, vous êtes sur le même La discrétion du président du Cameroun, la discrétion du président du Cameroun ne fait que nous montrer que nous avons un espoir politique dont tous ses pairs, y compris le... Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Paul Bellet, d'avoir été là cet après-midi. Simon D, merci à vous également d'avoir été là cet après-midi. Je n'ai pas donné mon point de vue dessus. Je suis en partie de droite à gauche. Hein. Sauf si vous voulez insister que je vais bien. C'est important de parler, tu devrais l'apprendre. C'est pas la parole. Simon D, oui, vous avez votre mot de fin. Dit qu'il ne faudrait pas que les Africains retournent vers quelque chose qui les a brisés. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans tous les précarés français, la période électorale est bien calculée. C'est-à-dire qu'on se trouve dans les mêmes périodes. Là où ils prennent les serments, où on fait des trucs pour pouvoir tenir ces gens-là et savoir qu'il ne faut pas avoir une cassure entre les relations entre la Franc-Afrique et les continents africains. Donc il faut mettre un terme à cette histoire, casser tout ça et que les Africains se mettent ensemble pour se constituer, parce qu'on nous a constitués, on ne sait pas constituer. Merci beaucoup, Simon D. Maintenant, Charlie Kenyan, j'arrive finalement à vous. Hein? Merci d'avoir vous également d'avoir été là. Le docteur m'a fait savoir que je pourrais prendre la parole. Non, je voulais rapporter aussi mon point de vue sur la question comment est-ce qu'on en sort. Il faut comprendre que déjà, le travail qui est fait ici, il est remarquable. Tout ceci passe déjà par la conscientisation, par la sensibilisation et par l'éducation des masses. Parce qu'aujourd'hui,
nous sommes dans le théâtre de la géopolitique internationale. Et je vous prends un cas très simple. Regardez un peu... En quelques secondes, parce que le temps nous est imparti. Juste 10 secondes. Regardez un peu ces guerres qu'il y a eu entre les puissances de l'Ouest et ceux de l'Est, c'est-à-dire entre le bloc Europe... de l'Est et la Russie. Vous savez, la Russie aujourd'hui est en train de se repositionner sur le théâtre géopolitique international. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait mener la guerre chez eux. À travers quoi? À travers une communication de masse. Ils ont mis sur pied 2 grands médias de masse comme Sputnik et Russia Today, qui est même sur le territoire français et qui donne un son de cloche différent de ceux dont... Il y a justement Russia Today français qui est super bien. Des médias comme celui-ci doivent être portés haut pour justement apprendre aux Africains la réalité et la connaissance de la géopolitique internationale qui passe par la connaissance des enjeux géopolitiques. Et c'est là où peut-être avec le docteur Bellec, on pourra avoir le débat, on ne se comprend pas trop parce qu'on ne peut pas nier, en moins qu'on fabrique au monde, les intérêts qu'on dit de la France en Afrique. Les États-Unis ont des intérêts en France, c'est-à-dire que c'est un rapport de force. Et si les Africains ne peuvent pas s'asseoir et réellement comprendre, développer les stratégies et les mécanismes pour sortir de là, on parlera toujours de ça. Albert Nathalie, ici, merci à vous également d'avoir été là cet après-midi. Dans le protocole de Toronto, ils ont écrit, et je cite, les populations n'ont pas de mémoire historique. Oui. Elles ont tendance à répéter, à tomber dans les mêmes erreurs que leurs ancêtres, que leur père. Je voudrais que les Africains qui nous suivent au quotidien, et particulièrement dans le cas de cette tribune, demandent justement cette rhétorique-là qui voudrait que les populations n'aient pas de mémoire historique. La deuxième chose que je voudrais indiquer pour sortir, c'est que le combat qui est mené ne peut pas être porté par les dirigeants. Ce sont les peuples qui doivent porter ce combat. C'est clair. Ça, c'est important. Parce qu'on a tendance à tout le temps lapider, à lancer la pièce sur les dirigeants, ils ne peuvent pas. Ce sont les peuples qui doivent, parce que ces peuples-là, ils sont les mandataires de ce peuple. Donc ce sont les peuples qui doivent porter nécessairement ce combat. D'où la responsabilité de chacun et de tous. Merci, messieurs, d'avoir été... Âgé de 68 ans, militaire de formation et de carrière, Idriss Déby a été promu au rang de maréchal en août dernier. Pendant tout son règne, le président Déby aura fait face à plusieurs rébellions armées, mais a pu aussi se maintenir au pouvoir. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.